Après avoir étudié les fondamentaux de la protection de la vie privée, nous allons maintenant aborder des techniques plus sophistiquées visant à défendre activement votre confidentialité, en particulier par la dissociation de l'historique de vos bitcoins. Dans la partie suivante, c'est-à-dire dans la section 6, je vous présenterai différents chapitres sur des petites techniques à utiliser qui ont différents objectifs. Mais d'abord, dans cette section 5, je souhaite vous parler du CoinJoin. Le CoinJoin, c'est souvent considéré comme la méthode la plus efficace pour protéger la confidentialité des utilisateurs de Bitcoin. Donc c'est pour ça que je souhaitais vous faire une partie entière là-dessus, parce qu'il y a tellement à dire sur le CoinJoin. Mais d'abord, nous allons commencer par, dans ce chapitre 1, définir ce qu'est le CoinJoin, ce qu'est une transaction CoinJoin, et ses objectifs également. Alors, le CoinJoin, c'est une technique qui permet de casser le traçage des bitcoins sur la blockchain. Il repose sur une transaction collaborative à la structure qui est spécifique et qui porte le même nom, justement, la transaction CoinJoin. Comme nous l'avons vu dans les premières sections de cette formation, les transactions sur Bitcoin sont connues de tous les utilisateurs via leur nœud. Il est donc facile de vérifier la chaîne de signature électronique de chaque pièce depuis sa création par un mineur et donc d'observer son historique. Cela signifie que tous les utilisateurs peuvent tenter d'analyser les transactions d'autres utilisateurs. En conséquence, l'anonymat au niveau des transactions est impossible. Cependant, l'anonymat est préservé au niveau de l'identification des individus. Contrairement au système bancaire classique où chaque compte est lié à une identité personnelle, sur Bitcoin, les fonds sont associés à des paires de clés cryptographiques ou des scripts, ce qui offre ainsi aux utilisateurs une forme de pseudonymat derrière des identifiants cryptographiques. Donc tout ça, c'est ce dont nous avons parlé dans la première section. Donc la confidentialité sur Bitcoin, elle est mise à mal lorsque des observateurs extérieurs parviennent à associer des UTXO spécifiques à des utilisateurs identifiés. Une fois cette association établie, il devient possible de tracer leurs transactions et d'analyser l'historique de leurs pièces. Le CoinJoin, c'est justement une technique qui est développée pour casser la traçabilité des UTXO afin d'offrir une certaine couche de confidentialité aux utilisateurs de Bitcoin au niveau des transactions. Les CoinJoin, en fait, ils renforcent la confidentialité des utilisateurs de Bitcoin en complexifiant l'analyse de chaîne pour les observateurs externes. Leur structure, elle permet de fusionner plusieurs pièces de différents utilisateurs en une unique transaction afin de brouiller les pistes et de rendre difficile la détermination des liens entre les adresses en inputs et les adresses en outputs. Il est donc très important de comprendre que l'objectif d'une transaction CoinJoin est de rompre l'historique d'une pièce. Cette technique, elle ne confère pas un anonymat permanent, ni ne bloque définitivement le traçage des bitcoins, contrairement à ce que l'on peut penser. Ça ne va pas rendre vos bitcoins complètement anonymes, non. Le CoinJoin, il vise uniquement à casser l'historique au point où la transaction CoinJoin est effectuée. Cela veut dire qu'avant la transaction CoinJoin et après la transaction CoinJoin, la pièce reste soumise au même risque en termes de confidentialité que n'importe quelle autre pièce. C'est juste que son historique, à un moment, au moment pile de la transaction CoinJoin, eh bien, il est cassé. On ne peut pas passer outre. Alors, le principe du CoinJoin, il repose sur une approche collaborative. Plusieurs utilisateurs qui souhaitent mélanger leurs bitcoins déposent des montants identiques en inputs d'une même transaction, et ces montants sont ensuite redistribués en outputs de valeur égale à chaque utilisateur. À l'issue de la transaction, il devient impossible d'associer un output spécifique à un utilisateur connu en entrée. Aucun lien direct n'existe entre les entrées et les sorties, ce qui vient rompre l'association entre les utilisateurs et leurs UTXO, de même que l'historique de chaque pièce. Prenons l'exemple d'Alice. Elle veut envoyer environ 100 000 sats à sa sœur Eve pour son anniversaire. Toutefois, Alice ne souhaite pas qu'Eve puisse tracer l'historique de ses transactions, car elle ne veut pas révéler combien de bitcoins elle détient ni comment elle les a obtenus. Pour cela, Alice décide de casser l'historique de son UTXO avec une transaction CoinJoin. Elle s'organise avec Bob, Charles, David et Frank pour réaliser une transaction collaborative. Alors tout d'abord, la première étape, c'est Alice, Bob, Charles, David et Frank qui engagent chacun un UTXO de 105 000 sats, donc avec 5 000 sats en frais pour les frais de minage, et ils mettent tous ces UTXO en inputs de la transaction. C'est ce que vous voyez sur le schéma. En contrepartie de la consommation de ces inputs, chacun génère une adresse vierge pour créer 5 outputs identiques de 100 000 sats chacun. Alice se retrouve avec un UTXO de 100 000 sats dont l'historique est mélangé. Elle utilise cet UTXO dans une nouvelle transaction pour envoyer le montant à Eve pour son anniversaire. Si Eve, qui est très forte en analyse de chaîne, tente d'analyser cette transaction pour extraire des informations sur sa sœur, elle sera confrontée à la transaction CoinJoin impliquant Alice, Bob, Charles, David et Frank.
Ne pouvant distinguer quel input appartient à qui en raison de l'uniformité des montants, Eve ne peut pas remonter l'historique de l'UTXO d'Alice, ni déterminer combien de bitcoins sa sœur possède ou comment elle les a acquis. Dans ce cas de figure, Alice a utilisé la technique du CoinJoin pour augmenter sa confidentialité vis-à-vis d'une analyse rétrospective. En effet, Alice se prémunit contre une éventuelle analyse par Eve qui partirait d'une transaction spécifique pour remonter l'historique de l'UTXO en arrière. Cette protection contre l'analyse du présent vers le passé, c'est ce que l'on nomme justement l'annonset rétrospectif. Je vous parlerai plus précisément de l'annonset rétrospectif dans l'avant-dernier chapitre de cette section sur les CoinJoin. Nous irons plus en détail sur cet indicateur. Toutefois, le CoinJoin il offre également la possibilité de renforcer la confidentialité face à une analyse du passé vers le présent, ce que l'on appelle l'annonset prospectif, c'est-à-dire l'inverse de l'annonset rétrospectif. Reprenons notre exemple où Alice a envoyé 98 000 sats à Eve pour son anniversaire, mais en inversant les rôles. Imaginons maintenant que c'est Eve qui est inquiète pour sa confidentialité. En effet, Alice pourrait tenter de suivre la pièce qu'elle a envoyée à Eve pour son anniversaire afin d'en tirer des informations. Eve pourrait bien consolider cet UTXO qu'elle vient de recevoir avec tous ses autres UTXO, ce qui pourrait révéler à Alice le montant en Bitcoin qu'elle possède sur son portefeuille. Donc pour éviter cela, Eve elle veut absolument casser l'historique de la pièce qu'elle vient de recevoir. Elle va s'entendre avec d'autres personnes. Donc la première étape, on a Eve, Grace, Mallory, Oscar et Victor qui mettent chacun un UTXO de 98 000 sats en inputs d'une transaction Bitcoin. En contrepartie de la consommation de ces inputs, chacun fournit une adresse vierge à utiliser pour créer 5 outputs de 97 500 sats parfaitement égaux. Chaque utilisateur récupère donc un output pour lui. Eve détient désormais un UTXO de 97 500 sats dont l'historique est rompu. Elle pourra l'utiliser sans crainte pour réaliser de futures transactions. En effet, si Alice tente de suivre les bitcoins qu'elle a envoyés à Eve, elle sera confrontée à une transaction CoinJoin. Elle sera donc incapable de déterminer quel UTXO en sortie appartient à Eve. L'analyse devient alors impossible. Dans le premier exemple, nous avons vu comment le CoinJoin peut protéger la confidentialité d'une pièce par rapport à son passé. Et dans le second exemple, nous avons vu comment il peut également sécuriser l'historique d'une pièce par rapport à son futur. C'est pourquoi j'ai mentionné que le CoinJoin devrait être perçu comme un événement ponctuel dans la ligne de vie d'un UTXO d'une pièce, dans la ligne de vie d'une pièce. C'est un événement ponctuel qui vient et qui segmente cet historique en deux. Ça fait un trou dans l'historique. Après, on peut continuer à tracer. Avant, on peut continuer à tracer. Mais à cet endroit précis, on ne peut plus tracer. Donc, c'est ce que vous voyez sur le schéma. Alors, on parle parfois de mixage pour décrire les CoinJoin, terme que certains bitcoiners rejettent justement car ils craignent un amalgame avec les mélangeurs custodiaux. Je pense cependant que cette appréhension, elle est mal fondée, car dans un contexte mathématique, le CoinJoin incarne précisément le concept de mixage. Dans le domaine général des mathématiques, le mixage, ça se réfère à la propriété d'un système dynamique où, après un certain temps, toutes les portions de l'espace initial peuvent en théorie se retrouver mêlées avec n'importe quelle autre portion. Et le mixage implique que la position d'une particule ou l'état d'un système évolue de telle manière que sa distribution future soit indépendante de sa distribution initiale, pour atteindre ce qu'on appelle un état où les caractéristiques de l'état initial sont uniformément distribuées dans tout l'espace du système. C'est ce que j'ai essayé de vous représenter sur le schéma juste en dessous avec les petites billes noires et les billes oranges. Et justement, ce mixage mathématique, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans un CoinJoin. C'est exactement ce qui se produit dans une transaction CoinJoin avec ses bitcoins. Selon moi, donc, le CoinJoin, c'est véritablement une méthode de mixage de pièces, au même titre que le mixage mathématique. En revanche, il est important de distinguer le CoinJoin des mélangeurs. Un mélangeur, c'est un service où les utilisateurs envoient leurs bitcoins pour être mélangés. Ces services étaient populaires durant les années 2010, mais leur usage a décliné en raison de deux inconvénients majeurs par rapport au CoinJoin. Tout d'abord, il requiert que l'utilisateur cède la garde de ses fonds durant le processus de mélange, ce qui l'expose au risque de vol de la part du prestataire. Et le deuxième point, le deuxième risque, c'est qu'il n'existe aucune assurance que le mélangeur n'enregistre pas les détails des transactions, voire ne vende ces informations à des entreprises d'analyse de chaîne. Donc en gros, ça pourrait être un super honeypot, un mélangeur. Donc de nos jours, les utilisateurs préfèrent utiliser le CoinJoin parce qu'il permet de garder le contrôle total sur ses fonds tout au long du processus.
et les participants ne risquent pas de se faire voler leur Bitcoin par les autres parties impliquées ou par le coordinateur du CoinJoin. Et surtout dans le cas des CoinJoin, le coordinateur ne peut pas voir les liens entre les inputs et les outputs de la transaction. Donc, il est incapable de savoir ce que son CoinJoin a effectué comme mixage. De son point de vue également, alors même que c'est lui qui a construit la transaction, le CoinJoin va casser l'historique des pièces. Et ça, c'est un des gros avantages par rapport aux mélangeurs custodiaux, parce que finalement, on n'a pas besoin de faire confiance sur ce point, sur la confidentialité gagnée. On sait qu'elle est gagnée quoi qu'il se passe quand on passe par des CoinJoin, et on n'a pas besoin de faire confiance sur la confidentialité gagnée au prestataire. Dans le chapitre suivant, nous allons étudier les CoinJoin ZeroLink et les CoinJoin Chaumiens. Nous allons voir justement quelles sont les techniques qui sont utilisées pour qu'on puisse effectuer un CoinJoin via un coordinateur. Déjà, pourquoi utiliser un coordinateur? Qu'est-ce que c'est un coordinateur? Et surtout, nous allons voir quelles sont les techniques cryptographiques utilisées pour faire en sorte que le coordinateur n'ait jamais ni accès au fond, ni accès aux informations sur le mixage. Dans ce chapitre 5.2, nous allons voir plus spécifiquement comment fonctionnent les CoinJoin ZeroLink et les CoinJoin Chaumiens, donc c'est-à-dire les Chaumian CoinJoins. Comme nous avons vu dans le chapitre précédent, la confidentialité apportée par un CoinJoin, elle se gagne sur la grandeur du groupe dans lequel notre pièce se cache. Il faut donc trouver le plus de participants possible. Alors, théoriquement, il est tout à fait possible de faire un CoinJoin manuellement avec des amis, avec des utilisateurs que l'on a trouvés nous-mêmes. Mais cette manière de faire, elle est assez complexe et surtout, elle ne permet pas de gagner de grands annonsets. Donc, c'est pour cela que se sont développés sur Bitcoin des coordinateurs de CoinJoin. Leur rôle, il est justement de mettre en relation les différents utilisateurs et de transmettre les informations permettant la bonne réalisation de la transaction collaborative, la bonne réalisation du CoinJoin. Mais ce qu'on peut se poser comme question, et c'est ce qu'on va voir justement dans ce chapitre, c'est comment faire pour que le coordinateur n'ait à aucun moment la main sur les bitcoins des utilisateurs, et malgré le fait qu'il soit la personne qui construit la transaction CoinJoin, comment faire pour qu'il ne puisse pas lier les inputs et les outputs des utilisateurs, puisque ça pourrait tout simplement constituer une fuite de la confidentialité, notamment si le coordinateur est malveillant, ou bien si les autorités viennent à saisir ses serveurs ou tout autre problème. Donc pour ce faire, on va s'appuyer sur les signatures aveugles de Shum. Les implémentations modernes de CoinJoin, elles utilisent les signatures aveugles de David Shum afin d'éviter de faire fuiter des informations. Étudions rapidement ensemble comment tout cela fonctionne. Les signatures aveugles de Shum, c'est une forme de signature numérique où l'émetteur d'une signature ne connaît pas le contenu du message qu'il signe. Mais la signature, elle peut ensuite être vérifiée avec le message original. Donc cette technique, elle a été développée par le cryptographe David Shum en 1983. Prenons un exemple ensemble pour bien comprendre comment ça fonctionne. Imaginez une entreprise qui veut faire authentifier un document confidentiel, comme par exemple un contrat qu'elle ne veut pas révéler, sans en révéler son contenu à la personne qui va signer. L'entreprise, elle va commencer par appliquer un processus de masquage qui transforme cryptographiquement le document original de manière réversible. Ce document modifié est envoyé à une autorité de certification, par exemple, qui appose une signature aveugle sans connaître le contenu sous-jacent, puisqu'il est masqué pour le moment. Après avoir reçu le document signé, l'entreprise, elle peut démasquer la signature, et le résultat, c'est qu'on a un document original authentifié par la signature de l'autorité, mais sans que cette dernière n'ait jamais vu le contenu original. Donc les signatures aveugles de Shum, ça permet de certifier l'authenticité d'un document sans en connaître le contenu, ce qui garantit à la fois la confidentialité des données de l'utilisateur, mais aussi l'intégrité du document signé. Alors, comment on applique tout ça à nos CoinJoin? Comment est-ce qu'on utilise ces signatures aveugles de Shum sur nos CoinJoin? Dans les CoinJoin dits chaumiens, on combine l'utilisation de Tor et des signatures aveugles de David Shum pour garantir que le coordinateur ne puisse pas savoir quel output appartient à quel utilisateur, puisque c'est ce qu'on recherche. Donc la première étape, ça va être l'inscription des inputs. Alice, prenons un exemple, transmet au coordinateur l'UTXO qu'elle souhaite utiliser en input de la transaction, ainsi que l'adresse de réception masquée qu'elle souhaite utiliser en output pour recevoir ses bitcoins. Le coordinateur, à ce stade, il ne peut donc pas connaître l'adresse d'Alice et il voit uniquement sa version masquée. Ce qui est important à ce stade, c'est que le coordinateur finalement ne puisse pas associer l'adresse de réception d'Alice à l'input que veut enregistrer Alice dans le CoinJoin. Sinon, le coordinateur, il est capable de faire un lien entre l'input spécifique et l'output. Et donc, on n'a pas eu un mixage propre du point de vue du coordinateur. Donc ensuite, le coordinateur, il vérifie la validité des inputs.
puis il signe l'adresse masquée par Alice avec sa clé privée. Il renvoie à Alice la signature aveugle. Donc ici, on a bien une signature aveugle de David Chaum. L'étape 2, c'est l'inscription des outputs. Alice, elle peut désormais démasquer son adresse, qui est signée par la clé privée du coordinateur. Elle va établir une nouvelle connexion sous une identité Tor différente, afin que le coordinateur ne puisse pas savoir que c'est Alice qui se connecte derrière cette nouvelle identité. Voilà, le but d'une nouvelle identité Tor, c'est d'associer une nouvelle adresse IP à l'utilisateur, de telle sorte que la destination de la communication, c'est-à-dire ici le coordinateur de CoinJoin, ne puisse pas faire un lien avec les utilisateurs qui ont enregistré leur input à l'étape précédente. Alice envoie alors, à partir de sa nouvelle identité Tor, elle va envoyer l'adresse et la signature démasquée au coordinateur, qui ne sait toujours pas que c'est Alice. L'étape 3, c'est la signature de la transaction. Le coordinateur, il récupère de la même manière les outputs démasqués de tous les participants, donc Alice plus tous les autres participants. Et grâce aux signatures aveugles de Chaum qui sont associées à chaque output envoyé par les participants qui sont tous sous des nouvelles identités Tor, le coordinateur peut vérifier que chaque output qui a été soumis anonymement a bien été signé par sa clé privée auparavant, ce qui garantit leur légitimité. Parce que le but, c'est pas non plus que quand on fait un CoinJoin, qu'on se fasse voler nos fonds, qu'il y ait quelqu'un qui arrive ensuite avec une nouvelle identité Tor et qui dise au coordinateur, eh bien, voici un output alors qu'il n'a rien mis en input auparavant. Donc là, le but, c'est vraiment que le coordinateur puisse vérifier que parmi les inputs qui sont enregistrés, il y a bien à chaque fois un output qui a été signé pour chaque input. Voilà, ça permet de vérifier que les fonds ne sont pas perdus finalement dans la transaction CoinJoin. Le coordinateur, à ce stade, il est alors prêt à construire la transaction CoinJoin et il la transmet aux participants pour qu'ils la signent. Alors là, quand on parle de signature à ce stade-là, ce n'est pas une signature aveugle de Chaum, c'est bien une signature Bitcoin classique pour débloquer les scripts qui bloquent, qui verrouillent les inputs de chaque participant. Donc Alice, comme tous les autres participants, elle vérifie que son input et son output sont correctement inclus dans la transaction qui a été construite par le coordinateur. Alice, elle vérifie simplement qu'elle va bien récupérer ses bitcoins à la sortie du CoinJoin, qu'elle ne va pas se faire voler et que tout lui convient, que le CoinJoin est bien construit comme il faut. Si tout lui convient, elle envoie alors sa signature Bitcoin, pas signature avec de Chaum, mais sa signature Bitcoin, qui permet alors de déverrouiller le script de son input, et elle envoie tout ça au coordinateur. Le coordinateur, ensuite, lorsqu'il a collecté toutes les signatures de tous les participants du CoinJoin, il est capable de construire une transaction Bitcoin signée, valide, qui va être validée par les nœuds, et donc il la diffuse sur le réseau Bitcoin pour qu'elle soit ajoutée à un bloc sur la blockchain. Donc, dans ce système, le coordinateur, il est dans l'impossibilité de relier un input à un output spécifique. De plus, il ne peut pas s'approprier les fonds des participants, car il n'a jamais accès aux clés privées qui permettent de débloquer leurs outils EXO. Donc, tout au long du processus et jusqu'à la fin de l'étape 3, il n'a pas non plus accès aux signatures. Lorsqu'Alice et les autres participants y signent la transaction globale, après s'être assuré que tout est correct, le coordinateur ne peut plus modifier cette transaction, y compris les outputs, sans invalider la transaction, puisque la signature de chaque participant, elle couvre toute la transaction. Donc une fois que les participants ont vérifié que tout leur convient, que les inputs sont bons, que les outputs sont bons, qu'ils la signent, eh ben, le coordinateur ne peut plus faire de modifications sur cette transaction sans invalider toutes les signatures de tous les participants. Et donc, si les signatures sont invalides, la transaction ne peut pas être ajoutée à Bitcoin. Donc tout cela empêche le vol des bitcoins par le coordinateur. Et finalement, lors de l'enregistrement de son output dans la transaction, l'utilisateur de CoinJoin, il souhaite avoir des garanties similaires à celui d'un citoyen qui vote lors d'une élection, un petit peu, si on peut faire un petit peu un rapprochement, une analogie. Donc il existe dans les deux cas une dualité entre les aspects publics et privés de ces actions. D'une part, il y a ce que l'on souhaite garder privé. Dans le cas d'un votant qui va à une élection, il ne veut pas que son bulletin soit relié à son identité. Et pour l'utilisateur de CoinJoin, il ne veut pas que son output soit associé à son input. Donc on a un petit peu un système similaire ici. Et en effet, même si le coordinateur ou toute autre partie parvient à établir un lien entre un input et un output, le CoinJoin, il perd tout son intérêt. Donc c'est un petit peu la même chose que l'on recherche dans une élection. On n'a pas envie que quelqu'un soit capable d'associer notre vote à notre identité. Le vote, il est anonyme normalement dans une démocratie.
Et comme expliqué précédemment, le CoinJoin doit fonctionner comme une cassure dans l'historique d'une pièce. Ce stop, il advient précisément du fait de l'impossibilité d'associer un input spécifique avec un output spécifique dans la transaction CoinJoin. C'est la non-set prospective, cela, et inversement avec la non-set rétrospective. Mais nous parlerons plus précisément de ces deux types d'annonset dans les chapitres suivants. Et d'autre part, il y a l'aspect public. Si on continue notre analogie avec le votant qui va à une élection, il y a un aspect public. Le votant, il veut s'assurer que son bulletin est inclus dans l'urne. Et de même, l'utilisateur de CoinJoin, il veut s'assurer que son output est inclus dans la transaction CoinJoin. En effet, il faut absolument que les participants du CoinJoin soient en capacité de vérifier la présence de leur output avant de signer la transaction. Sans quoi, le coordinateur, il pourrait voler les fonds, tout simplement. Donc c'est ce qu'on a expliqué juste avant. Et c'est justement ces deux aspects publics et privés dont nous avons parlé dans notre analogie qui sont permis par l'utilisation des signatures aveugles de David Chaum. Cela permet de garantir aux participants des CoinJoin chaumiens qu'ils ne se feront pas voler leur Bitcoin et que l'on ne pourra pas tracer leurs fonds, même de la part du coordinateur. Maintenant, on va voir ensemble qui a inventé le concept de CoinJoin, parce qu'il y a pas mal d'idées reçues là-dessus, et moi-même j'en ai diffusé par le passé, donc ça me permet également de rectifier ce que j'ai pu dire par le passé par erreur. En fait, il est assez difficile de déterminer avec certitude qui a introduit en premier l'idée du CoinJoin sur Bitcoin, et qui a eu l'idée d'utiliser les signatures aveugles de David Chaum dans ce contexte. On pense souvent, et c'est ce que je pensais également auparavant, que l'idée du CoinJoin est venue de Gregory Maxwell qui en aurait parlé en premier dans un message de Bitcoin Talk en 2013. Je vous cite ce message, ouvrez les guillemets, « En utilisant les signatures aveugles de Chaum, les utilisateurs se connectent et fournissent des inputs et des adresses de change ainsi qu'une version cryptographiquement aveuglée de l'adresse à laquelle ils souhaitent envoyer leurs pièces privées. Le serveur signe alors les jetons et les leur renvoie. Les utilisateurs se reconnectent anonymement, démasquent leur adresse de sortie et les renvoient au serveur. Le serveur peut voir que toutes les sorties ont été signées par lui et que par conséquent, toutes les sorties proviennent de participants valides. Plus tard, les personnes se reconnectent et signent. Fermez les guillemets, fin de la citation. Donc là, ce que je viens de citer, c'est un message de Gregory Maxwell publié le 22 août 2013. Le titre du message, c'est CoinJoin Bitcoin Privacy for the Real World et c'est publié sur Bitcoin Talk. Toutefois, il existe d'autres mentions antérieures, à la fois pour les signatures de Chaum dans le cadre du mixage, mais également pour les CoinJoin. En juin 2011, on a notamment Duncan Townsend qui présente sur Bitcoin Talk un mélangeur qui utilise les signatures de Chaum d'une manière assez similaire au CoinJoin chaumien moderne. Dans le même thread, on peut retrouver un message de Hashcoin en réponse à Duncan pour améliorer son mélangeur. Le processus décrit dans ce message présente justement ce qui ressemble le plus au CoinJoin moderne. On retrouve également une mention d'un système similaire dans un message d'Alex Misrahi en 2012, alors qu'il conseillait les créateurs de Tenebrix, un des premiers altcoins qui a servi de base pour créer Litecoin par la suite. Même le terme en lui-même de CoinJoin n'aurait pas été inventé par Gregory Maxwell, mais il viendrait d'une idée de Peter Todd. Alors, maintenant, voyons plus précisément ZeroLink. Qu'est-ce que c'est ZeroLink? Quand est-ce que ça a été inventé? C'est quoi le rapport avec les CoinJoin chaumiens? Alors, ZeroLink, c'est un protocole de mixage complet qui intègre des CoinJoin chaumiens justement en son sein et diverses stratégies pour protéger l'anonymat des utilisateurs contre plusieurs formes d'analyse, en minimisant notamment les erreurs qui sont liées à la gestion des portefeuilles par les humains. Ce protocole, il a été introduit par Nopara et Tidev en 2017. Comme son nom l'indique, le principe de ZeroLink est de réaliser les transactions CoinJoin qui assurent l'impossibilité de retracer les liens entre les inputs et les outputs. Cette caractéristique, elle est notamment obtenue en s'assurant que tous les outputs présentent des montants parfaitement identiques. Donc ça, c'est une des caractéristiques essentielles de ZeroLink et qu'on retrouve dans le protocole Whirlpool dont nous parlerons dans les prochains chapitres, c'est que tous les outputs doivent être tous de même montant. C'est très important puisque ça permet de faire ce qu'on appelle un mixage parfait, mais encore une fois, on va en parler un peu plus tard. Une des mesures préventives qui est importante dans ZeroLink, c'est de séparer totalement les UTXO non mixés des UTXO mixés en utilisant des ensembles de clés cryptographiques distincts, voire des portefeuilles séparés. Donc on différencie ainsi dans le protocole ZeroLink les portefeuilles dits de prémix, qui sont destinés aux pièces avant mixage, et les portefeuilles de post-mix, qui sont réservés aux pièces qui ont déjà été mixées,
et plus après quand les pièces elles font encore des transactions après par la suite. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir une séparation rigoureuse des outils EXO pour avant tout prévenir les associations accidentelles entre un outil EXO mixé et un outil EXO non mixé. En effet, si de tels liens se produisent, l'efficacité du CoinJoin sur l'outil EXO mixé, elle est totalement annulée sans que l'utilisateur en soit conscient. Ce qui compromet donc la confidentialité d'un outil EXO que l'on croyait pour lequel on pensait avoir rompu complètement l'historique grâce au CoinJoin. Donc c'est assez dangereux d'associer comme ça. Ces liens, comment ils peuvent survenir entre des outils EXO mixés et non mixés? Eh bien, ils peuvent survenir tout simplement avec la CIOH que nous avons étudiée précédemment. Si l'utilisateur il consomme en input d'une même transaction des outils EXO qui ont été mixés, c'est-à-dire qui ont été passés dans un processus de CoinJoin, avec des outils EXO qui ne sont pas mixés, eh bien, il est tout simplement possible en analyse de chaîne de faire un lien entre ces deux outils EXO. On est capable de dire les deux outils EXO appartiennent au même utilisateur. Et donc, en séparant les portefeuilles de pré-mixage et les portefeuilles de post-mixage, on évite ces associations accidentelles et on protège l'utilisateur contre des erreurs involontaires. Et cette séparation entre les portefeuilles pré-mix et post-mix, elle est intéressante parce qu'elle offre aussi la possibilité d'appliquer des règles distinctes entre les portefeuilles de pré-mix et les portefeuilles de post-mix. Donc des règles distinctes pour les outils EXO mixés et pour les outils EXO non mixés. Ces règles, on pourrait les mettre au niveau du logiciel directement, du logiciel de portefeuille Bitcoin. Par exemple, dans le portefeuille de post-mix, le logiciel pourrait interdire la fusion des outils EXO entre eux en input d'une même transaction. Donc la consolidation d'outils EXO pourrait être interdite, entre guillemets, c'est empêchée par le logiciel, tout simplement pour éviter que l'utilisateur se fasse avoir avec la CIOH. Et la CIOH, en fait, même quand elle intervient que sur des outils EXO mixés, ça compromet un petit peu, parfois, beaucoup dans d'autres fois, la non-set de l'utilisateur. Et autre chose qu'il est possible de faire sur les portefeuilles post-mix, qui est assez embêtant à réaliser sur les portefeuilles pré-mix, voire pas possible, c'est tout simplement d'uniformiser l'utilisation des scripts et des options de transaction, comme par exemple le signalement de RBF. Donc ça, le but, c'est d'éviter tout ce qu'on a vu dans la partie sur l'analyse de chaîne, d'éviter l'identification par des empreintes de portefeuille. Si on impose à tous les utilisateurs d'un même logiciel, uniquement au niveau de leur portefeuille post-mix, des règles strictes comme ça sur la manière de construire la transaction, la manière de faire les scripts, et qu'on uniformise tout cela, bien finalement, la non-set générale au niveau de tous les utilisateurs du logiciel de portefeuille est améliorée. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément faire au niveau d'un portefeuille pré-mix ou d'un portefeuille classique finalement avec des outils EXO qui n'ont pas été mixés parce que c'est vachement embêtant en fait pour l'utilisateur, on lui met des grosses contraintes. Sur un portefeuille post-mix, on peut le faire sans souci. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, actuellement Whirlpool est la seule implémentation de CoinJoin qui applique de manière rigoureuse le protocole ZeroLink tel qu'imaginé en 2017. Et donc, ce que je vous propose dans les chapitres suivants, c'est justement de découvrir quelles sont les différentes implémentations de CoinJoin qui existent aujourd'hui et les avantages, les inconvénients de chacune. Comme ça, vous pourrez ensuite faire votre choix. Dans ce chapitre 5.3, nous allons étudier ensemble les implémentations de CoinJoin qui existent sur Bitcoin. Mais juste avant, notons qu'en 2024, nous assistons à d'importants changements dans les outils disponibles pour les utilisateurs désirant réaliser des CoinJoin sur Bitcoin. On a eu évidemment l'arrestation des fondateurs de Samurai Wallet au début de l'année, puis l'arrêt de l'activité du principal coordinateur sur Wasabi Wallet. Donc pour le moment, je n'ai pas mis à jour ce chapitre car on y parle vraiment des implémentations et moins des coordinateurs qui sont dans ce cas touchés. Donc ce chapitre est toujours valide, mais il sera sûrement mis à jour au fil du temps sur la version écrite. Donc n'hésitez pas à aller voir la version écrite également sur le site Plan B Network pour vous tenir informé des éventuelles nouvelles implémentations qui sont sorties d'ici là. Alors sinon, mis à part ça, pour le moment, il existe principalement 3 implémentations de CoinJoin différentes sur Bitcoin. Il y a Whirlpool, Wabi-Sabi et JoinMarket. Chacune de ces implémentations elle a pour objectif de rompre l'historique des outils EXO via des transactions CoinJoin. Cependant, leur mécanisme varie considérablement de l'un à l'autre.
Il est donc essentiel de comprendre le fonctionnement de chacune des implémentations pour choisir l'option la plus adaptée à vos besoins. La première dont je souhaite vous parler, c'est Join Market. Join Market, ça a été créé en 2015 par Adam Gibson et Chris Belcher. Cette implémentation, elle se distingue nettement des autres implémentations de CoinJoin par son modèle unique de mise en relation des utilisateurs. Ça repose en fait sur un marché d'échange P2P où certains utilisateurs, que l'on appelle les makers, mettent à disposition leur Bitcoin pour le mixage, tandis que d'autres, que l'on appelle les takers, utilisent ces liquidités pour réaliser des CoinJoin moyennant une rémunération pour les makers. Dans ce modèle, les makers laissent leur Bitcoin à disposition des takers et reçoivent des frais en contrepartie de leur service. Les takers, quant à eux, paient pour utiliser les bitcoins des makers afin de réaliser leurs propres transactions CoinJoin. Les frais de service varient en fonction du rôle occupé. Les makers, ils accumulent des frais pour leurs offres de liquidité, tandis que les takers, ils paient les frais. Donc voilà, en fonction du rôle que l'on a, soit on gagne sur les frais, soit on perd un petit peu sur les frais. Et ce marché, il fonctionne donc librement, sans condition d'utilisation. L'un des principaux inconvénients de Join Market est sa complexité d'utilisation, évidemment, qui nécessite une certaine aisance avec les terminaux pour exploiter le logiciel efficacement. Mais même si cette complexité n'est pas un obstacle pour un utilisateur expérimenté, elle peut évidemment limiter l'accès au grand public et donc limiter les liquidités disponibles et donc la non-set globale que l'on gagne quand on va faire du CoinJoin. Donc c'est dommage. Selon moi, c'est une des choses les plus importantes pour les implémentations de CoinJoin à regarder. C'est est-ce qu'il existe des logiciels qui permettent de l'utiliser facilement pour qu'il y ait justement beaucoup de monde afin d'être caché dans un plus grand groupe. Notons tout de même que la récente introduction d'une interface web nommée JAM ou JAM a quelque peu facilité son utilisation depuis quelques années. Mais la barrière technique, elle est encore un petit peu présente, ça reste un frein majeur pour Join Market selon moi. Et dans l'écosystème des CoinJoin où la confidentialité est renforcée par le nombre de participants total, eh bien, toute limitation qui réduit l'accessibilité affecte directement la liquidité disponible, qui est un des facteurs les plus importants pour l'efficacité du mixage. Voilà, il faut se dire que déjà Bitcoin, c'est une niche dans la finance, dans les transactions financières. Et l'usage des CoinJoin sur Bitcoin, c'est lui-même une sous-niche. Et Join Market au sein des CoinJoin, au sein de Bitcoin, ça représente une fraction encore plus spécialisée. Donc c'est une sous-niche dans une sous-niche dans une niche. Donc il y a très peu de liquidité. Ça restreint donc évidemment son potentiel à augmenter les annonces des utilisateurs. Alors, malgré son modèle qui est innovant et qui est sympathique de mise en relation P2P pour les CoinJoin, ça présente certains désavantages significatifs, notamment en termes de structure transactionnelle. Contrairement à d'autres implémentations comme Whirlpool, Join Market ne garantit pas l'égalité parfaite entre les outputs et il est possible de retracer des liens déterministes entre les inputs et les outputs. Parfois, ça arrive. Donc, c'est pas un mixage parfait en fait sur Join Market, contrairement à Whirlpool où c'est vraiment un mixage parfait. De plus, il n'y a pas d'outils pour empêcher plusieurs choses qui peuvent être embêtantes dans différents cycles de CoinJoin, notamment le fait que des pièces déjà mélangées ensemble ne le soient pas de nouveau. Ça, c'est pas empêché sur Join Market. Finalement, on peut dire que Join Market est un concept qui est intéressant, c'est un protocole qui est intéressant, notamment pour son système de mise en relation des utilisateurs en P2P avec un marché de liquidité dynamique. Donc ça, pour ça, c'est intéressant par rapport aux autres coordinateurs de CoinJoin qui ont une structure plus classique. Mais le système de Join Market, il a des faiblesses structurelles et une complexité technique dans son utilisation qui, selon moi, le rendent moins intéressant, comme nous l'avons vu, par rapport à la limitation au niveau des liquidités qui vont arriver. Donc, finalement, en fait, la complexité technique, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est tant un frein pour les novices, parce que c'est difficile, mais du coup, comme c'est un frein pour les novices, ça peut aussi être un frein pour les personnes plus confirmées. Ensuite, je voulais vous parler également de Wabi-Sabi. Donc Wabi-Sabi, c'est une autre implémentation de CoinJoin avec une approche qui centralise la coordination des transactions. Donc on n'est pas pareil que sur Join Market. Ce modèle, il a été conçu par Adam Fiskor, alias Nopara73, Yuval Gogman, Lucas Ontivero et Istvan Andreas Seres en 2021 et a été intégré dans le logiciel Wabi-Sabi 2.0 l'année suivante. Wabi-Sabi, c'est justement une évolution du modèle de CoinJoin du logiciel Wasabi qui était lancé en 2018. Vers la fin de la décennie 2010, Wasabi adoptait pour ses CoinJoin une structure de transaction radicalement différente de celle de Whirlpool.
pour faire monter les annoncettes de ses participants, le but de Wabi-Sabi, c'était d'utiliser de très grandes transactions CoinJoin qui regroupaient des dizaines et des dizaines de participants. Voilà. En opposition, Whirlpool, on opte plutôt, on essaye de faire monter l'annonce-set sur des petits CoinJoin, mais sur l'accumulation de petits CoinJoin à la suite. Voilà, donc ça, c'est dans le cas de Wasabi 1.0. Les méthodes de gestion de change aussi se distinguaient entre les deux implémentations. Avec Whirlpool, le change était exclu et isolé des UTXO avant les cycles de CoinJoin grâce à la TX0, mais on y reviendra un peu plus tard. Et chez Wasabi, en revanche, le change, il formait un des outputs de la transaction CoinJoin, ce qui maintenait certains liens déterministes entre certains inputs et certains outputs, et donc ce n'était pas un mixage parfait. Avec Wabi-Sabi, c'est-à-dire la version 2.0 de Wasabi, la méthode de CoinJoin est complètement différente. Pas mal de choses ont été changées. Alors, il y a une chose qui a été conservée, c'est le fait d'utiliser de très grandes transactions. Vous allez voir, les transactions Wabi-Sabi sont toujours très très grandes comme Wasabi 1.0. Mais il est désormais possible d'enchaîner plusieurs cycles successifs de CoinJoin, un petit peu comme le même modèle que Whirlpool finalement. Un effort particulier a aussi été apporté dans Wabi-Sabi sur la gestion du change. Contrairement à Wasabi 1.0 où le change était directement lié aux inputs des utilisateurs, Wabi-Sabi cherche à subdiviser le change en plusieurs petites sommes, réparties en dénominations égales pour tous les participants. Donc en fait, l'idée, c'est un petit peu qu'il n'y ait plus de change finalement, mais que le change soit lui aussi un UTXO qui a été CoinJoin. Illustrons cela par un exemple simplifié qui implique 2 utilisateurs seulement, mais en réalité, il faut penser que sur les CoinJoin Wabi-Sabi, il y a beaucoup plus d'utilisateurs. Mais là, on va simplifier. On a Alice qui souhaite mixer 115 000 sats et Bob qui souhaite mixer 210 000 sats. Vous voyez, ils mettent chacun leur UTXO en input de la transaction CoinJoin. Si on néglige les frais de transaction, évidemment, sur le schéma que vous voyez devant vous, les frais de transaction sont négligés. Sinon, il faut penser également à régler les frais de transaction pour miner la transaction. Avec Wasabi 1.0, une transaction CoinJoin aurait donc généré 3 outputs de 100 000 sats, plus un change de 15 000 sats pour Alice et un change de 10 000 sats pour Bob. Donc les outputs de change seraient évidemment toujours liés aux inputs. C'est ce que vous voyez sur le schéma ici. Ça, c'est typiquement un CoinJoin Wasabi 1.0, sauf que là, c'est qu'entre 2 utilisateurs, mais c'est pour comprendre le principe. Sous Wabi-Sabi, la même transaction aurait produit 3 outputs de 100 000 sats et 5 outputs de 5 000 sats, ce qui permet donc de disperser le change de manière à ce qu'il ne soit pas directement rattachable à un input spécifique. C'est ce que vous voyez sur ce second schéma. On a donc beaucoup plus d'UTXO, et surtout, on a des dénominations qui sont égales. On n'a plus cet UTXO de change que l'on peut rattacher soit à Alice, soit à Bob en inputs. Personnellement, je trouve que la gestion du change dans Wabi-Sabi présente plusieurs risques qui pourraient compromettre son efficacité en termes de confidentialité. Tout d'abord, lorsqu'un utilisateur contribue avec un UTXO nettement plus grand que ceux des autres participants, il se retrouve inévitablement avec un montant de change qui sera lié à son input, parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de liquidité pour faire ces subdivisions en plus petites dénominations, donc c'est pas possible. Cela va donc à l'encontre de l'objectif initial du protocole Wabi-Sabi qui vise à éliminer tout change identifiable. En réalité, si on arrive avec un peu trop de Bitcoin dans la transaction CoinJoin, il peut toujours y avoir des changes identifiables. Le second problème que je vois sur le protocole Wabi-Sabi, c'est la multiplication des dénominations dans le but de fragmenter le change qui est présente, puisque forcément, si on veut pouvoir fragmenter tous les types d'UTXO qui sont présents en input, il faut qu'on ait vraiment un très grand nombre de dénominations différentes. Le problème, c'est que chaque dénomination supplémentaire vient diviser un petit peu plus le groupe dans lequel on se cache. En partie, pas en totalité, mais en partie. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est toujours, ce n'est jamais bénéfique en fait d'ajouter une dénomination supplémentaire. Donc ce processus, ce qu'il peut entraîner, c'est tout simplement une diminution des annoncettes pour certains outputs, car ils deviennent plus facilement identifiables. Et le troisième risque que je vois avec la méthode de Wabi-Sabi, c'est que cette méthode, elle génère des UTXO de très faible valeur qui posent un problème de gestion pour l'utilisateur. Ces petits UTXO que vous pouvez voir dans le schéma, là, les tout petits 5000 sats que l'on a à la sortie, eh bien, s'ils deviennent trop coûteux à dépenser par rapport à leur valeur, ils peuvent devenir du dust,
Donc ce risque d'avoir des UTXO qui deviennent du dust, ça va pousser l'utilisateur à fusionner plusieurs UTXO en inputs dans ses transactions futures ou à les consolider, ce qui revient au même, puisque dans les deux cas, à cause de la CIOH, dont nous avons déjà parlé longuement dans les précédents chapitres, cela peut soit diminuer les annoncés obtenus, soit carrément annuler totalement les bénéfices de confidentialité acquis par le CoinJoin initial. Donc selon moi, c'est sympathique de faire cette gestion du change, d'essayer de le subdiviser pour pas avoir à faire une TX0 avant pour bien nettoyer les UTXO avant qu'ils rentrent en cycle de CoinJoin. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve après en sortie avec des petits UTXO difficiles à gérer et potentiellement avec de très nombreux petits UTXO. Une autre chose, c'est que contrairement à Whirlpool qui implémente le protocole ZeroLink qui assure une séparation rigoureuse entre les UTXO de pré-mix et de post-mix, Wabi-Sabi ne maintient pas cette ségrégation stricte. Il y a également eu des problèmes de réutilisation d'adresses par certains clients Wasabi qui sont évidemment très préjudiciables pour l'utilisateur. Dans la version 2.0 de Wasabi, une nouvelle politique de frais de CoinJoin a été mise en place. Désormais, les frais de coordinateur ils sont fixés à 0,3% pour les UTXO supérieurs à 0,01 Bitcoin, tandis que pour les UTXO plus petits que ça, les frais sont entièrement offerts pour les frais de service. De plus, les remixes pour ces petits UTXO sont gratuits, bien que les frais de minage restent à la charge de l'utilisateur, c'est important de le dire, pour toutes les transactions, y compris pour les remixes. Donc ça, c'est une différence avec la politique de frais de Whirlpool, où les frais restent fixes, indépendamment de la taille des announcets qui sont obtenus. Avec Wabi-Sabi 2.0, bien que les frais de coordinateur soient supprimés pour les petits UTXO, l'utilisateur il doit toujours payer les frais de minage sur toutes les transactions, y compris sur les remixes. Il est important de noter qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, l'utilisation de Wabi-Sabi s'est complexifiée notablement suite à des événements récents. Après donc l'arrestation des fondateurs de Samurai Wallet, la société qui gère le développement de Wasabi, qui s'appelle ZK Snacks, et qui était également le principal coordinateur de CoinJoin sur le protocole Wabi-Sabi, a annoncé qu'ils allaient fermer justement leur service de coordination de CoinJoin. Ça a été annoncé là le 1er juin 2024 récemment. Donc ce coordinateur, c'était celui qui était paramétré par défaut sur Wasabi et qui disposait de l'extrême majorité des liquidités. Donc avec l'arrêt de ce coordinateur principal, les utilisateurs doivent désormais se connecter à de nouveaux coordinateurs indépendants. Ce changement, ça soulève plusieurs préoccupations selon moi. D'une part, il y a les nouveaux coordinateurs qui pourraient ne pas avoir suffisamment de liquidité, puisque là, toute la liquidité était vraiment centrée sur le coordinateur ZK Snacks, donc on n'avait pas de problème de liquidité. Là, on va voir s'il y a certains coordinateurs qui ont suffisamment de liquidité, mais pour le moment, je ne sais pas du tout. Et ensuite, il y a aussi un risque de tomber sur un coordinateur malveillant, puisque cette situation, elle ajoute un petit peu d'incertitude dans les utilisateurs. C'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un qui profite pour mettre en place un coordinateur malveillant. Je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais c'est un risque auquel j'ai pensé là actuellement. Donc cette situation, elle ajoute de nouveaux risques non négligeables pour ceux qui cherchent à utiliser Wabi-Sabi, évidemment. Au-delà des questions techniques, la décision de ZK Snacks, la société derrière Wasabi, d'utiliser les services d'une société d'analyse de chaîne pour filtrer les participants au CoinJoin pose de sérieuses questions éthiques et stratégiques. L'idée initiale était d'empêcher l'utilisation des CoinJoin sur Wasabi par des criminels, une démarche qui peut sembler légitime à première vue, mais ça soulève un paradoxe en fait. Payer des frais à un coordinateur dont la mission principale est de renforcer la confidentialité des utilisateurs, pour qu'il finance lui-même ensuite une entreprise dont le but est de compromettre cette même confidentialité, ça peut paraître paradoxal. Une autre chose qui est encore plus préoccupante selon moi sur le coordinateur ZK Snacks, ça a été le principe de filtrage qui a été fait sur les UTXO et qui contraste évidemment radicalement avec la philosophie de Bitcoin qui vise à offrir un système financier ouvert et incensurable. Donc bien qu'il puisse sembler justifié de vouloir exclure certaines activités criminelles qui sont immorales, mais le problème c'est que ce type de filtrage, on le sait, ça va également toucher des individus dont les actions peuvent être classées comme illégales dans certains contextes ou dans certaines juridictions, mais qui pourraient être moralement justifiables ou socialement bénéfiques. Je vous donne un seul exemple, mais Edward Snowden par exemple, il illustre parfaitement cette dichotomie. Il a été considéré comme un criminel par certains gouvernements pour ses révélations que vous connaissez sûrement. Il est vu par d'autres comme un lanceur d'alerte qui a agi dans l'intérêt public. Donc cette complexité, elle souligne le danger potentiel d'un filtrage qui, bien que partant d'une bonne intention, peut finalement porter atteinte aux droits et à la sécurité d'utilisateurs tout à fait légitimes des CoinJoin.
J'aurais pu également citer d'autres exemples qu'Edward Snowden, comme par exemple des activistes ou des journalistes qui sont présents dans certains régimes autoritaires et qui sont persécutés. Bien techniquement, ces personnes, dans leur régime, ce sont des criminels, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les bloquer dans un filtrage pour faire en sorte qu'ils n'utilisent pas le CoinJoin, puisque justement pour eux, ça peut être très utile de faire du CoinJoin. Donc, je ne suis pas vraiment en phase personnellement avec cette politique de filtrage qu'il y a eu sur le principal coordinateur de Wabi-Sabi. Comme vous l'aurez compris, ma préférence, elle va sans conteste vers le modèle de Whirlpool pour effectuer des CoinJoin sur Bitcoin. Ce système, il se distingue par sa rigueur et surtout, il offre des garanties en matière de confidentialité qui sont supérieures, selon moi, aux autres protocoles de CoinJoin. Il est également le seul à proposer un mixage considéré comme parfait dans un contexte mathématique. À mon sens, ce modèle constitue l'avenir des CoinJoin sur Bitcoin. Donc même si on ne peut plus l'utiliser pour le moment, s'il n'y a aucun client qui a été relancé suite à l'arrestation des fondateurs de Samurai, je suis persuadé que l'avenir des CoinJoin se fera via le modèle qui a été initié par Whirlpool, que ce soit par Samurai, par Whirlpool s'ils sont relancés, ou bien par tout autre logiciel qui reprendrait leur travail dans leur lignée. Je vous invite donc à explorer plus en profondeur ce modèle de Whirlpool dans le prochain chapitre. Dans ce chapitre 5.4, je vous propose d'étudier plus spécifiquement l'implémentation de CoinJoin que je trouve la plus aboutie de nos jours, qui s'appelle Whirlpool. Whirlpool se distingue des autres méthodes de CoinJoin par l'utilisation de transactions zero-link dont nous avons parlé juste avant, qui assure qu'il n'y a strictement aucun lien technique possible entre tous les inputs et tous les outputs. Ce mixage mathématique dit parfait, il est obtenu grâce à une structure où chaque participant contribue avec un montant identique en input, à l'exception des frais de minage, et génère ainsi des outputs de montants parfaitement égaux. Cette approche restrictive sur les inputs confère aux transactions CoinJoin de Whirlpool une caractéristique unique, l'absence totale de lien déterministe entre les inputs et les outputs. Autrement dit, chaque output possède une probabilité égale d'être attribuée à n'importe quel participant par rapport à tous les autres outputs de la transaction. Initialement, le nombre de participants à chaque CoinJoin Whirlpool était limité à 5, avec 2 nouveaux entrants et 3 remixeurs. Nous expliquerons ces concepts plus loin. Toutefois, l'augmentation des frais de transaction on-chain observée en 2023 a incité les équipes de Samurai à repenser leur modèle pour améliorer la confidentialité tout en réduisant les coûts. Donc maintenant, sur le modèle de Whirlpool, en fonction de la situation de marché, il peut y avoir des CoinJoin de 5 participants, 6 participants, 7 participants ou 8 participants. Et justement, ces sessions où il y a plus de participants que la norme, elles sont désignées sous le nom de Search Cycles. Et il est important de noter que, quelle que soit la configuration, il y a toujours uniquement 2 nouveaux entrants dans les CoinJoin Whirlpool. Ainsi, les transactions Whirlpool se caractérisent par un nombre identique d'inputs et d'outputs, pouvant être de 5 inputs et 5 outputs, comme vous pouvez voir sur le schéma, 6 inputs et 6 outputs, 7 inputs et 7 outputs, et 8 inputs et 8 outputs. Donc le modèle proposé par Whirlpool, il est ainsi établi sur de très petites transactions CoinJoin. À la différence de Wabi-Sabi et JoinMarket, comme nous avons vu dans le chapitre précédent, où justement la robustesse des announced repose sur le volume de participants sur un cycle unique ou sur peu de cycles, Whirlpool mise sur l'enchaînement de plusieurs cycles de petite taille. Donc dans ce modèle, l'utilisateur s'acquitte des frais uniquement lors de son entrée initiale dans une pool, ce qui lui permet ensuite de participer à une multitude de remixages sans frais supplémentaires. Ce sont les nouveaux entrants qui prennent en charge les frais de minage pour les remixeurs. À chaque CoinJoin supplémentaire auquel participe une pièce, ainsi que ses pairs rencontrés par le passé, les announced vont croître exponentiellement. L'objectif est donc de profiter de ces remixages gratuits qui, à chaque occurrence, contribuent à renforcer la densité des announced associés à chaque pièce mixée. Whirlpool a été conçu en prenant en compte 2 exigences principales. La première, c'est l'accessibilité de l'implémentation sur les appareils mobiles, étant donné que Samurai est avant tout une application de smartphone. Et la deuxième exigence importante qui a été prise sur le modèle de Whirlpool, c'est la rapidité des cycles de mixage. Il voulait vraiment avoir des cycles de mixage qui se faisaient de manière très rapide pour favoriser une augmentation significative des announced. Donc ces 2 impératifs, ils ont guidé le choix des développeurs de Samurai Wallet dans la conception de Whirlpool, les amenant à restreindre les participants à un nombre limité par cycle, comme nous venons de le voir.
Un nombre trop restreint aurait compromis l'efficacité du CoinJoin, parce que si on fait un CoinJoin K3, c'est pas très efficace, c'est assez peu. Et à l'inverse, si on avait pris un nombre trop grand de participants dans chaque CoinJoin, ça aurait posé des problèmes de gestion sur les applications mobiles et ça aurait sûrement entravé le flux de cycle de CoinJoin. Donc finalement, ce qu'il faut comprendre du modèle de Whirlpool, c'est que, et c'est un petit peu contre-intuitif, on n'a pas besoin d'avoir un nombre très élevé de participants par CoinJoin, puisque les annonces peuvent se faire dans l'accumulation de plusieurs petits cycles de CoinJoin. Donc le principe le plus important ici, il est plutôt celui de l'homogénéité des UTXO de tous les participants et pas du nombre de participants. Parce que justement, c'est cette homogénéité qui permet ensuite d'avoir un mixage parfait et donc de bénéficier pleinement des cycles de mixage et de remixage et de tous les utilisateurs que l'on a rencontrés pour être vraiment bien cachés. Maintenant, nous allons essayer de comprendre ce que sont les pools et les frais au niveau de Whirlpool, ou comment sont calculés ces frais. Pour que ces multiples cycles permettent bien de faire augmenter les annonces des pièces mixées, il faut mettre un certain cadre afin de restreindre les montants des UTXO utilisés. Donc Whirlpool définit ainsi différentes pools avec différentes dénominations qui restent tout le temps fixes. Une pool représente un ensemble d'utilisateurs souhaitant mixer ensemble qui s'accordent sur le montant des UTXO à utiliser pour optimiser le processus de CoinJoin en conservant une parfaite homogénéité des pièces. Chaque pool spécifie donc un montant fixe pour l'UTXO auquel l'utilisateur doit se conformer pour y participer. Ainsi, pour faire des CoinJoin avec Whirlpool, il vous faut sélectionner une pool en fonction du montant de l'UTXO que vous souhaitez mixer. Les pools disponibles à l'heure actuelle sont les suivantes: 0,5 Bitcoin, 0,05 Bitcoin, 0,01 Bitcoin et 0,001 Bitcoin, c'est-à-dire 100 000 sats. En intégrant une pool avec vos bitcoins, ceux-ci seront divisés afin de générer des UTXO parfaitement homogènes avec ceux des autres participants de la pool. Chaque pool possède donc une limite maximale. Pour des montants qui excèdent cette limite, vous serez contraint soit d'effectuer 2 entrées distinctes au sein de la même pool, soit de vous orienter vers une autre pool de montant supérieur. Un UTXO est considéré comme appartenant à une pool lorsqu'il est prêt à être intégré dans un CoinJoin. Cela ne signifie toutefois pas que l'utilisateur en perd la possession. Comme nous l'avons vu dans le second chapitre de cette section sur les Chaumian CoinJoins, à travers les différents cycles de mixage, vous conservez intégralement le contrôle de vos clés et par conséquent de vos bitcoins. C'est d'ailleurs ce qui différencie la technique du CoinJoin des autres techniques de mixage centralisées comme les mélangeurs. Pour entrer dans une pool de CoinJoin, il faut régler les frais de service ainsi que des frais de minage. Donc les frais de service, ils sont fixes pour chaque pool et sont destinés à rémunérer les équipes en charge du développement et de la maintenance de l'implémentation de Whirlpool. Les frais de service pour l'utilisation de Whirlpool sont à régler juste une fois, à l'entrée dans la pool. Et une fois cette étape franchie, vous avez la possibilité de participer à un nombre illimité de remixages sans frais supplémentaires. Voici les frais fixes actuellement appliqués pour chaque pool. Donc pour la pool de 0,5, c'est 0,0175. Pour la pool de 0,05, c'est 0,00175. Pour la pool de 0,01, les frais sont de 50 000 sats, et pour la pool de 100 000 sats, les frais sont de 5 000 sats. Donc ces frais, ils fonctionnent essentiellement comme un billet d'entrée pour la pool choisie, indépendamment de la somme que vous mettez en CoinJoin. Ainsi que vous intégriez la pool de 0,01 avec exactement 0,01 BTC ou que vous y entriez avec 0,5 BTC, les frais ils demeurent identiques en valeur absolue. Avant de procéder au CoinJoin Whirlpool, vous avez donc deux stratégies en tant qu'utilisateur. Soit vous optez pour une pool qui est plus petite afin de minimiser les frais de service, sachant que vous obtiendrez en retour plusieurs petits UTXO, ou bien privilégier une pool plus grande en acceptant de régler des frais plus élevés pour finalement se retrouver avec un nombre réduit d'UTXO de plus grande valeur en sortie, ce qui est plus facile à gérer comme vous le savez. Il est généralement déconseillé de fusionner plusieurs UTXO mixés après les cycles de CoinJoin car cela pourrait compromettre la confidentialité acquise, en particulier en raison de l'heuristique de possession commune des entrées, donc la CIOH. Par conséquent, il peut être judicieux de choisir une pool plus importante, même si cela implique de payer davantage pour éviter d'avoir trop d'UTXO de petite valeur en sortie. L'utilisateur doit donc évaluer ses compromis pour choisir la pool qu'il préfère. Outre les frais de service, les frais de minage propres à toute transaction Bitcoin doivent également être pris en compte. En tant qu'utilisateur de Whirlpool, vous serez tenu de payer les frais de minage de la transaction de préparation, c'est-à-dire la TX0 dont nous allons parler juste après, ainsi que ceux du premier CoinJoin. Et après, tous les autres CoinJoin, tous les autres remixes sur cette pièce seront gratuits grâce au modèle de Whirlpool qui repose sur le paiement des nouveaux entrants exclusivement. En effet, dans chaque CoinJoin Whirlpool, il y a deux utilisateurs parmi les inputs qui sont des nouveaux entrants. Les autres inputs proviennent de remixeurs.
De ce fait, les frais de minage pour l'ensemble des participants de la transaction sont pris en charge par ces deux nouveaux participants qui pourront ensuite eux aussi bénéficier de remixage gratuit. Grâce à ce système de frais, Whirlpool se différencie réellement des autres implémentations de CoinJoin, puisque les annonsets des UTXO ne sont pas proportionnels au prix payé par l'utilisateur. Ainsi, il est possible d'atteindre des niveaux d'anonymat considérablement élevés en ne s'acquittant que des frais d'entrée de la pool et des frais de minage pour les deux transactions, donc la TX0 et le mix initial, et après on est tranquille. Il est important de noter que l'utilisateur devra également prendre en charge les frais de minage pour retirer ses UTXO de la pool, évidemment, après avoir réalisé ses multiples CoinJoin, sauf s'il a sélectionné par exemple l'option Mix2 qui permet de fournir une adresse externe qui réceptionnera les fonds directement en sortie de CoinJoin sans transaction supplémentaire. Alors, comment ça fonctionne au niveau des comptes du portefeuille HG pour les CoinJoin Whirlpool? Pour réaliser un CoinJoin via Whirlpool, le portefeuille il doit générer plusieurs comptes distincts. C'est le principe du protocole ZeroLink dont nous avons parlé dans le deuxième chapitre de cette section. Un compte, dans le contexte d'un portefeuille HD, c'est-à-dire déterministe et hiérarchique, constitue une section qui est entièrement isolée des autres, et cette séparation, elle intervient au niveau de la troisième profondeur de la hiérarchie du portefeuille, c'est-à-dire au niveau des XPub. Un portefeuille HD peut théoriquement dériver jusqu'à 2 puissance 32 divisé par 2 comptes différents. Le compte initial utilisé par défaut sur tous les portefeuilles Bitcoin correspond à l'index 0'. Pour les portefeuilles adaptés à Whirlpool, les 4 comptes qui sont utilisés pour répondre aux besoins du processus ZeroLink sont le compte de dépôt, donc qui est le compte de base sur tous les portefeuilles HD qui est identifié par l'index 0', le compte Bad Bank ou Dox Exchange qui est identifié par l'index 2 147 483 644 prime, c'est-à-dire avec l'apostrophe qui indique que c'est une dérivation renforcée. Le compte de prémix, c'est celui qui vient juste après, donc le même grand nombre que vous avez entendu, mais qui termine par 645. Et le compte post-mix, qui vient juste après celui de prémix, donc qui termine par 646. Chacun de ces comptes, il remplit une fonction particulière dans le processus de CoinJoin que nous allons découvrir dans les sections suivantes. Tous ces comptes, ils sont liés à une unique graine, unique seed, unique phrase de récupération à la base du portefeuille, ce qui permet donc à l'utilisateur de récupérer l'accès à l'ensemble de ses bitcoins, même en cours de CoinJoin, en utilisant donc sa phrase de récupération, sa seed, et le cas échéant, sa passphrase, si jamais il en avait mis une. Il est cependant nécessaire de préciser au logiciel lors de cette opération de récupération les différents index de comptes qui ont été utilisés par Whirlpool que je vous ai présentés juste avant. Voyons maintenant les différentes étapes d'un CoinJoin Whirlpool au sein de ces comptes. Tout d'abord, il y a la TX0. Donc, le point de départ de tout CoinJoin Whirlpool, c'est le compte de dépôt. Ce compte, c'est celui que vous utilisez automatiquement lorsque vous créez un nouveau portefeuille Bitcoin sur n'importe quel logiciel. Ce compte, il devra être crédité des Bitcoins que l'on souhaite mixer. La TX0, ça représente la première étape du processus de mixage de Whirlpool. Elle vise à préparer et à égaliser les UTXO pour le CoinJoin en les divisant en unités correspondant au montant de la pool sélectionnée, afin d'assurer ce que je vous disais, l'homogénéité du mixage, pour avoir un mixage parfait. Les UTXO ainsi égalisés sont ensuite envoyés vers le compte prémix, et quant à la différence qui ne peut pas entrer dans la pool, puisqu'on n'a jamais des UTXO qui sont pile poil du bon montant modulo les frais, eh bien, il y a toujours un change en plus, et justement ce change, on l'appelle Bad Bank, ou en tout cas il est mis dans le compte Bad Bank, on l'appelle soit Bad Bank, soit Dox Exchange, et je vais vous en parler plus précisément juste après de ce change dit toxique. Et cette transaction initiale TX0, elle sert aussi à régler les frais de service dus au coordinateur de CoinJoin. Contrairement aux étapes suivantes, cette transaction, elle n'est pas collaborative. L'utilisateur, elle doit donc assumer l'intégralité des frais de minage de la TX0. Dans cet exemple de TX0 que vous voyez à l'écran, il y a un input de 372 000 sats, donc c'est l'UTXO que je souhaite envoyer en CoinJoin qui est issu de mon compte de dépôt. Et donc cet UTXO, il est divisé dans la transaction TX0 en plusieurs UTXO en sortie, en plusieurs outputs, qui se répartissent de cette manière. Il y a tout d'abord un montant de 5000 sats qui est destiné au coordinateur pour les frais de service. Ça correspond à l'entrée, au ticket d'entrée dans la pool de 100 000 sats. Ensuite, il y a les 3 UTXO qui sont préparés pour le mixage, qui sont égalisés. Ils sont redirigés vers le compte prémix et enregistrés auprès du coordinateur. Ces UTXO, ils sont égalisés à 108 000 sats chacun. Donc, ça correspond à 100 000 sats, c'est-à-dire le montant de la pool, plus les frais de minage pour le mix initial. Puisque rappelez-vous, on doit payer aussi, comme on est nouveau entrant, on doit payer aussi les frais de minage pour le mix initial.
Ensuite, il y a le surplus qui ne peut pas entrer dans la pool car trop petit et qui est considéré comme le change toxique, c'est ce que je vous parlais juste avant. Il est envoyé vers un compte spécifique où il est vraiment séparé du reste du portefeuille parce qu'il est un peu dangereux. Et ici, ce change, en l'occurrence, il correspond à 40 000 sats. Et enfin, il reste 3 000 sats qui ne constituent pas un output, mais qui sont les frais de minage nécessaires pour confirmer la TX0. Par exemple, je vous mets à l'écran une vraie TX0 Whirlpool qui ne provient pas de moi en l'occurrence, mais que j'ai trouvé sur mempool.space. Et vous pouvez voir un petit peu ce découpage de tous les UTXO comme je viens de vous l'expliquer. Alors, le Doxic Change, qu'est-ce qu'il devient? Le surplus, donc, qui n'a pas pu intégrer la pool, ici qui est équivalent à 40 000 sats dans notre exemple, il est redirigé vers le compte BadBank, également désigné sous le terme de Doxic Change ou change toxique ou change toxique. Voilà, il y a plusieurs noms pour cette chose. Et donc, le but de l'envoyer vers ce compte qui est complètement séparé du reste du portefeuille, c'est pour en assurer une séparation avec les autres UTXO du portefeuille et ne pas le fusionner. En effet, cet UTXO, il est dangereux pour la confidentialité de l'utilisateur car non seulement il est toujours attaché à son passé, puisqu'il n'est pas passé dans le processus de CoinJoin celui-ci. Il est trop petit pour entrer dans la pool, donc il ne peut pas passer les CoinJoin. Donc pour le moment, il est toujours lié à l'input de la TX0, il est toujours lié à son passé, donc il n'est pas confidentiel, entre guillemets. Et en plus, le problème de cet UTXO, c'est qu'il est noté comme appartenant à un utilisateur qui a fait un CoinJoin, parce qu'il est facile de voir que cet UTXO que ce change toxique provient d'une TX0, et une TX0, on sait que c'est pour faire un CoinJoin. Donc si cet UTXO il est fusionné avec des outputs mixés, ces derniers ils perdront toute la confidentialité gagnée durant les cycles de CoinJoins, notamment à cause de la CIOH. S'il est fusionné avec d'autres Doxic Change, l'utilisateur risque de perdre en confidentialité puisque cela viendra faire un lien entre les différentes entrées des cycles de CoinJoin. Il faut donc le traiter avec beaucoup de prudence, cet UTXO. Je vous parlerai plus en détail de la gestion de ces UTXO toxiques pour savoir ce que vous pouvez en faire pour ne pas les perdre, tout en conservant votre confidentialité. Je vous en parlerai plus loin, il y a un chapitre dédié complètement à ça. Après avoir réalisé la TX0, les UTXO ils sont égalisés et ils ont été envoyés vers le compte prémix, comme nous avons dit, de notre portefeuille. Ils sont prêts à être introduits dans leur premier cycle de CoinJoin, également appelé mix initial. Si, comme dans notre exemple, la TX0 génère plusieurs UTXO destinés au mixage, chacun d'entre eux sera intégré dans un mix initial distinct. Au terme de ces premiers mix, le compte prémix sera vide, tandis que nos pièces qui ont acquitté les frais de minage pour ce premier CoinJoin seront ajustés exactement au montant défini par la pool choisie. Dans notre exemple, nos UTXO initiaux de 108 000 sats auront été réduits à exactement 100 000 sats. Ensuite vient donc les remixages. Après avoir fait le mix initial, les UTXO sont transférés dans le compte post-mix. Ce compte, il rassemble tous les UTXO qui sont déjà mixés et ceux qui sont en attente de remixage. Lorsque le client Whirlpool est actif, les UTXO situés dans le compte post-mix sont automatiquement disponibles pour des remixages et seront choisis de manière aléatoire pour participer à ces nouveaux cycles. Pour rappel, les remixages ici sont 100% gratuits, aucun frais de service additionnel ou frais de minage sont requis, donc nos UTXO de 100 000 sats, ils vont conserver toujours une valeur de 100 000 sats, même s'ils continuent de faire des CoinJoin. Donc conserver les UTXO dans le compte post-mix maintient leur valeur intacte et améliore en même temps leurs anon sets. Voilà pourquoi il est important de permettre à ces pièces de participer à plusieurs cycles de CoinJoin. Cela ne vous coûte strictement rien et cela permet d'augmenter leur niveau d'anonymat. Lorsque vous décidez de dépenser des UTXO mixés, vous pouvez le faire directement depuis ce compte post-mix. Il est conseillé d'ailleurs de les garder, ces UTXO mixés, dans le compte post-mix pour bénéficier de remixage gratuit, tout d'abord, comme on a vu, et aussi pour éviter qu'ils ne quittent le circuit de Whirlpool et le protocole ZeroLink, qui justement a mis en place des restrictions sur la manière dont vous pouvez utiliser ces UTXO pour être sûr de ne pas casser la confidentialité gagnée avec les CoinJoin précédents. Alors que si vous les sortez de votre portefeuille pour ensuite les utiliser, si vous les sortez de votre portefeuille post-mix pour les mettre par exemple sur un hardware wallet pour ensuite les utiliser, eh bien vous allez sortir de ces restrictions et vous allez peut-être faire des erreurs qui vont mener à la perte de votre confidentialité. Donc je vous conseille de les laisser dans le compte post-mix. Justement, on peut se demander comment bien gérer ces post-mix. Après avoir effectué des cycles de CoinJoin, la meilleure stratégie, c'est ce que je vous disais, ça consiste à garder vos UTXO dans le compte post-mix en attente de leur utilisation future. Il est même conseillé de les laisser se remixer indéfiniment jusqu'à ce que vous en ayez besoin pour les dépenser.
L'erreur la plus fréquente qui peut venir lorsque vous sortez vos UTXO de votre compte de Postmix, c'est tout simplement la fusion des UTXO qui va révéler la CIOH. Si vous n'avez plus ces protections que vous aviez dans votre portefeuille Postmix, vous pouvez peut-être, sans faire exprès, fusionner des bitcoins qui viennent du portefeuille Premix avec des bitcoins qui viennent du portefeuille Postmix, des bitcoins qui n'ont pas su Bitcoin Join avec des bitcoins qui ont subi un CoinJoin. Donc voilà, il faut faire très attention à ça, et le fait de les garder dans le compte Postmix, ça vous permet d'éviter tout cela sans vous prendre la tête. Il faut également être vigilant sur la consolidation d'UTXO mixés entre eux. Des consolidations modérées sont envisageables si vos UTXO mixés disposent d'un onset très, très important, mais cela viendra forcément diminuer la confidentialité de vos pièces dans tous les cas. Donc veillez à ce que les consolidations ne soient ni trop importantes, ni réalisées après un nombre insuffisant de remixage, au risque d'établir tout simplement des liens déductibles entre vos UTXO avant les cycles de CoinJoin et après les cycles de CoinJoin. En cas de doute sur ces manipulations, la meilleure pratique, c'est tout simplement de ne pas consolider des UTXO post-mix entre eux et de les transférer un à un vers votre hardware wallet si vous voulez les sortir, ou vers des paiements si vous voulez les utiliser pour le paiement, et en générant à chaque fois évidemment des nouvelles adresses de réception vierges pour vraiment ne pas faire de lien entre tous ces UTXO. Encore une fois, pensez à bien étiqueter chaque UTXO reçu si jamais vous les sortez sur votre hardware wallet. Il est également déconseillé de transférer vos UTXO post-mix vers un portefeuille utilisant des scripts peu répandus. Par exemple, si vous entrez sur Whirlpool depuis un portefeuille multisig qui utilise du script Pay-to-Witness Script Hash, il y a très peu de chances que vous soyez mélangé avec beaucoup d'autres utilisateurs qui utilisent le même type de portefeuille à l'origine. Et oui, parce que finalement, il y a très peu de personnes qui utilisent des portefeuilles multisig Segwit par rapport à la masse d'utilisateurs. Donc, vous êtes caché dans un plus petit groupe. Et même si pendant le CoinJoin, vous allez être avec le même type de script que tous les autres, évidemment, mais eh bien, si vous ressortez du CoinJoin vers des scripts Pay-to-Witness Script Hash, eh bien, il y aura un petit groupe en entrée de toute la pool qui aura du script Pay-to-Witness Script Hash et un petit groupe en sortie de la pool qui aura du script Pay-to-Witness Script Hash, donc c'est pas top. Au-delà des scripts, il existe de nombreuses autres empreintes de portefeuille qui peuvent vous jouer des tours, et ce sont des empreintes que l'on a étudiées justement dans la section sur l'analyse de chaîne. Donc encore une fois, c'est un nouvel argument pour vous dire qu'il faut laisser vos pièces mixées dans votre compte post-mix. Voilà, donc si je peux résumer juste sur la gestion de vos UTXO post-CoinJoin, la solution la plus simple et la plus sûre et la plus intelligente selon moi, ça consiste à laisser vos UTXO mixés au repos dans leur compte post-mix, en les laissant se remixer indéfiniment et en ne les touchant que pour les dépenser, tout simplement. Et les portefeuilles Sparrow et Samurai, justement, ils disposent de protections supplémentaires contre tous ces risques liés à l'analyse de chaîne, spécifiquement au niveau des comptes post-mix, parce que c'est une implémentation de ZeroLink. Ces protections, elles vous permettent d'éviter de faire des erreurs, et en même temps, vous gagnez toujours plus de confidentialité en remixant. Et en plus, c'est aussi bénéfique pour les autres utilisateurs, puisque finalement, vous laissez de la liquidité pour CoinJoin, donc vous augmentez la taille du groupe dans lequel tout le monde peut se cacher, donc c'est super. Comment bien gérer ces changes toxiques? C'est ce qu'on peut se demander maintenant. Et oui, parce que gérer ces UTXO post-mix, finalement, c'est assez facile. Ils ont été mixés, l'historique a été cassé. Mais comment on fait pour les UTXO dont l'historique n'a pas été cassé? Eh bien, il faut être très très prudent avec sa gestion du toxic change, le change qui n'est pas entré dans la pool de CoinJoin. Ces UTXO toxiques sont issus de l'utilisation de Whirlpool et constituent un risque pour votre vie privée puisqu'ils établissent un lien entre vous et l'utilisation du CoinJoin. Il est donc impératif de les gérer avec prudence et de ne surtout pas les combiner avec d'autres UTXO, surtout avec des UTXO mixés. Voilà, donc les toxic change, on ne les consolide pas. À la limite, le moins pire, ça aurait été de consolider des toxic change entre eux, mais même ça, vraiment, je vous le conseille pas parce que c'est pas top en termes de confidentialité. Ça fait un lien entre toutes vos entrées dans les pools de Whirlpool, donc c'est pas top. Voici plutôt d'autres stratégies pour utiliser vos toxic change et pour ne pas les perdre, pour ne pas en perdre la valeur. Le premier, c'est tout simplement de les mixer dans des pools plus petites. Si votre UTXO toxique est suffisamment important pour entrer seul dans une pool de taille inférieure, envisagez de le mixer. C'est tout simplement la meilleure option. Mais cependant, il est déconseillé de fusionner, c'est ce que je vous disais, plusieurs petits UTXO toxiques pour accéder à une pool. Par exemple, si vous avez deux UTXO toxiques de 60 000 sats,
eh bien, il est déconseillé de les mettre ensemble, de les fusionner pour rentrer dans la pool de 100 000 sats. Donc ça, c'est uniquement si vous avez des UTXO suffisamment grands, vous les utilisez dans des plus petites pools. Sinon, vous pouvez tout simplement, la deuxième solution, c'est de les marquer comme non dépensables. Une autre approche, ça consiste à ne plus les utiliser, à les marquer comme non dépensables, à dire attention, ne pas les utiliser, c'est du toxic change, à les laisser dans leur compte dédié qui est séparé du portefeuille et à juste hodl. Cela vous assure ainsi de ne pas les dépenser accidentellement, et on ne sait pas si la valeur du Bitcoin augmente, peut-être que de nouvelles pools plus adaptées à vos UTXO toxiques pourraient voir le jour, donc vous pourriez éventuellement les utiliser à ce moment-là. Une autre solution, c'est tout simplement d'en faire donation. Pensez à faire des dons, même modestes, aux développeurs qui œuvrent sur Bitcoin et ses logiciels associés. Vous pouvez aussi donner à des associations qui acceptent le Bitcoin. Donc, si la gestion de vos UTXO toxiques vous semble trop compliquée, eh bien, vous pouvez simplement vous en débarrasser en profitant pour en faire une donation. La quatrième solution, c'est d'acheter des cartes cadeaux. Nous en avons parlé dans la section sur les bonnes pratiques. Il existe des plateformes comme par exemple Bitrefill qui vous permettent d'échanger des bitcoins contre des cartes cadeaux utilisables chez divers commerçants. Ça peut être une super solution pour vous débarrasser de vos UTXO toxiques. Vous achetez la valeur équivalente en carte cadeau chez un commerçant que vous aimez bien et ensuite vous pouvez utiliser cette valeur. Si vous voulez savoir comment utiliser Bitrefill, nous avons fait un tutoriel sur notre plateforme Plan B Network. Vous pouvez le retrouver dans la section tutoriel Exchange. Une autre solution, c'est de les consolider sur Monero. Si vous avez la possibilité de faire un swap entre les bitcoins et les Monero, bon, moi je suis pas fan de ça parce que je suis pas fan de Monero, mais en soi, c'est une solution qui peut fonctionner. Vous les envoyez sur Monero, vous les consolidez sur Monero, puis vous les renvoyez sur Bitcoin, c'est-à-dire que vous utilisez Monero un petit peu comme un outil de confidentialité, un petit peu comme une L2 sur Bitcoin de confidentialité. Bon, c'est pas vraiment une L2 parce qu'il n'y a pas de Bitcoin qui circule sur Monero, mais vous m'avez compris. Alors ça, c'est pas forcément une solution que je connais trop bien, mais en tout cas, je sais qu'il y en a qui le font. Une autre solution, en revanche, que je connais un peu mieux, c'est de les envoyer sur le Lightning Network. Si vous transférez ces UTXO sur le Lightning Network, eh bien, comme ce sont des petits UTXO, c'est plutôt bien adapté au Lightning Network parce que vous pouvez faire des petites transactions sur Lightning. Donc ça peut être pas mal, tout simplement, les transférer sur Lightning pour bénéficier de frais réduits sur vos futures transactions avec ces UTXO toxiques et pouvoir les utiliser sans avoir les mêmes heuristiques que sur Bitcoin. Il y a d'autres heuristiques de traçage sur Lightning, mais au moins vous n'avez plus ce problème de la fusion d'UTXO sur Bitcoin avec ce toxic change. Voilà pour les quelques solutions que je vous propose pour utiliser vos changes toxiques. Alors maintenant, on peut se demander comment utiliser Whirlpool. Comme je vous disais au début de ce chapitre, suite à l'arrestation des fondateurs de Samurai Wallet et à la saisie de leur serveur le 24 avril 2024, l'outil Whirlpool ne fonctionne plus, même pour les personnes qui disposent de leur propre dojo. Auparavant, il était disponible sur Samurai Wallet et sur Sparrow Wallet, que vous connaissez sûrement, et pour lesquels nous avons également des tutoriels si ça vous intéresse sur notre plateforme. Il reste cependant possible que cet outil Whirlpool il soit remis en service dans les semaines à venir, en fonction de l'issue des procès qui se tiennent en ce moment même, ou tout simplement que l'outil soit relancé d'une manière différente, puisque c'est un outil open source, donc il n'est pas impossible que d'autres logiciels sortent et qu'ils implémentent une implémentation de CoinJoin, soit Whirlpool directement, soit une implémentation qui reprend le modèle de Whirlpool et qui dispose d'un nom différent, voilà. Je sais pas, mais en tout cas, comme il y a un marché pour le CoinJoin sur Bitcoin, il y a une demande pour cela. Je pense qu'il y a forcément une offre qui va devoir se mettre en place en face naturellement. En tout cas, nous suivons de près l'évolution de cette affaire sur Samurai avec les fondateurs de Samurai Wallet et donc le futur de l'implémentation Whirlpool. Je surveille également les différentes implémentations. Il y en a déjà qui sont sorties là sur Nostr, donc j'essaye de surveiller. Je vous ferai des tutoriels si jamais je trouve une implémentation Zero Link que je trouve sympathique. Donc n'hésitez pas à revenir sur la formation écrite sur la plateforme Plan B Network que je mettrai à jour au fur et à mesure si jamais je vois d'autres implémentations qui sont intéressantes et qui sont sorties. En tout cas, on est vraiment à un moment pivot pour le CoinJoin, comme je vous expliquais en ce moment. Donc, on va voir ce qui va se passer. Dans le chapitre suivant, nous allons découvrir ce que sont les Anon Sets. Je vous ai souvent parlé d'Anon Sets là dans cette section sur les CoinJoin. On va enfin voir ce que c'est un Anon Set, comment ça fonctionne, comment c'est calculé, à quoi ça sert et comment ils peuvent nous aider justement pour estimer l'efficacité des cycles de CoinJoins.
Dans ce chapitre, nous allons parler des ensembles d'anonymat ou anon sets en anglais. Ce chapitre, il est assez technique, donc si vous êtes débutant, vous n'êtes pas forcément obligé de le suivre, il n'est pas indispensable. C'est vraiment pour comprendre comment quantifier la qualité de cycle de CoinJoin. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément dans l'ordre. C'est-à-dire que même dans la section 6 ou dans le chapitre 5, le chapitre 5.6 sera également un petit peu technique, mais dans la section 6, vous avez également des chapitres qui vous sont adaptés pour les utilisateurs débutants intermédiaires, qui ne sont pas aussi compliqués que ce 5e chapitre de la 5e section, donc ne vous inquiétez pas. Si jamais vous trouvez ça un petit peu compliqué, ça ne veut pas dire qu'après, ça le sera encore plus. Donc, après avoir étudié le fonctionnement des CoinJoins, notamment avec l'implémentation Whirlpool, et on a également étudié les enjeux qui sont associés à un mixage efficace, nous allons maintenant découvrir comment mesurer cette efficacité, comment déterminer si un processus de CoinJoin a été efficace, et surtout quel degré d'anonymat une pièce a acquis grâce à ces cycles de CoinJoin. C'est ce que nous allons découvrir dans ce chapitre avec les ensembles d'anonymat. Donc, petit rappel sur l'utilité du CoinJoin. L'utilité du CoinJoin, ça réside dans sa capacité à produire du déni plausible, c'est-à-dire en noyant votre pièce au sein d'un groupe de pièces qui sont indifférenciables. Le but recherché par cette action est de briser les liens de traçabilité, tant du passé vers le présent que du présent vers le passé. Autrement dit, un analyste connaissant votre transaction initiale, c'est-à-dire la TX0, à l'entrée des cycles de CoinJoin, ne devrait pas être en mesure d'identifier avec certitude votre UTXO à la sortie des cycles de remix. Donc ici, c'est ce que vous voyez sur le schéma sur l'écran, c'est la résistance face à une analyse entrée de cycle vers sortie de cycle. Inversement, il faut qu'un analyste connaissant votre UTXO à la sortie des cycles de CoinJoin se trouve dans l'incapacité de déterminer la transaction originelle à l'entrée des cycles. Donc là, c'est la résistance face à une analyse sortie de cycle vers entrée de cycle. Rappelez-vous, en fait, ces concepts, c'est ce que j'avais expliqué avec l'exemple de Alice et Eve dans un chapitre précédent de la section 5. Pour évaluer la difficulté pour un analyste de lier le passé au présent et vice-versa, il faut quantifier la taille des groupes de pièces homogènes au sein desquels votre pièce est dissimulée. Cette mesure, elle nous indique le nombre d'analyses possédant une probabilité identique. Et donc, si l'analyse correcte est noyée parmi, par exemple, 3 autres analyses de probabilité égales, votre niveau de dissimulation, il est très faible, puisque au total, il n'y a que 4 analyses possibles. En revanche, si l'analyse correcte se trouve au sein d'un ensemble de 20 000 analyses tout aussi probables les unes que les autres, votre pièce est très bien cachée. Et justement, la taille de ces groupes représente des indicateurs que l'on appelle les anon sets. Les anon sets, ce sont donc des indicateurs pour évaluer le degré de confidentialité d'un UTXO particulier, et plus spécifiquement, ils mesurent le nombre d'UTXO indistinguables au sein d'un ensemble qui inclut la pièce étudiée. L'exigence d'un ensemble d'UTXO homogène fait que les anon sets sont habituellement calculés plutôt sur des cycles de CoinJoin. Et c'est justement plus pertinent de les utiliser sur les CoinJoin Whirlpool parce qu'ils ont cette uniformité dans les UTXO des pools qui nous permettent justement d'avoir un mixage parfait. Et il faut avoir un mixage parfait pour pouvoir ensuite calculer précisément ces anon sets. Les anon sets, ils permettent le cas échéant de juger la qualité des CoinJoin. Un anon set de grande taille signifie un niveau d'anonymat élevé, car il devient difficile de distinguer un UTXO spécifique au sein de l'ensemble homogène. Il y a 2 types d'anon sets, l'anon set prospectif et l'anon set rétrospectif. Commençons par l'anon set prospectif. Donc, l'anon set prospectif, il indique la taille du groupe parmi lequel se cache l'UTXO étudié en sortie de cycle, sachant l'UTXO en entrée, c'est-à-dire le nombre de pièces indiférenciables présentes au sein de ce groupe. En anglais, le nom de cet indicateur est Forward Anon Set ou Forward Looking Metrics. Et cet indicateur, il permet de mesurer la résistance de la confidentialité de la pièce face à une analyse passée vers présent, c'est-à-dire entrée vers sortie. C'est comme vous le voyez sur le schéma à l'écran. Cette métrique, elle permet d'estimer dans quelle mesure votre UTXO est protégé contre les tentatives de reconstitution de son historique depuis son point d'entrée jusqu'à son point de sortie dans le processus de CoinJoin. Par exemple, si votre transaction a participé à son premier cycle de CoinJoin et que 2 autres cycles descendants ont été réalisés, l'anon set prospectif de votre pièce s'élèverait à 13. C'est ce que vous voyez sur le schéma à l'écran.
Par exemple, imaginons que notre pièce en entrée de cycle de CoinJoin bénéficie d'un announced prospectif de 86 871. Concrètement, cela signifie qu'elle se dissimule parmi 86 871 pièces indiscernables. Pour un observateur externe connaissant cette pièce au début des cycles de CoinJoin et tentant de retracer sa sortie, il sera confronté donc à 86 871 UTXO possibles, chacun ayant une probabilité identique d'être la pièce recherchée. Maintenant, l'announced rétrospectif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cela indique le nombre de sources possibles pour une pièce donnée, sachant l'UTXO en sortie de cycle. Cet indicateur, il permet de mesurer la résistance de la confidentialité de la pièce face à une analyse présent vers passé, c'est-à-dire sortie vers entrée. C'est l'inverse de l'announced prospectif. Là, on va chercher à mesurer à quel point il est difficile pour un analyste de remonter à l'origine de votre pièce avant les cycles de CoinJoins. En anglais, le nom de cet indicateur, c'est Backward Announced ou Backward Looking Metrics. En connaissant votre TXO à la sortie des cycles, l'announced rétrospectif détermine le nombre de transactions TX0 potentielles qui auraient pu constituer votre entrée dans les cycles de CoinJoins. Sur le schéma ci-dessous, cela correspond à l'addition de toutes les bulles oranges. Par exemple, imaginons que notre pièce en sortie de cycle de CoinJoin bénéficie d'un announced rétrospectif de 42 185. Concrètement, cela signifie qu'il existe 42 185 sources potentielles pour cet UTXO, et si un observateur extérieur identifie cette pièce à la fin des cycles et cherche à retrouver son origine, il se trouvera face à 42 185 sources possibles, toutes avec une probabilité égale d'être l'origine recherchée. Alors maintenant, on peut se demander comment calculer concrètement ces announceds. Il est possible de les calculer manuellement, évidemment avec un explorateur de blocs, en regardant manuellement toutes les sorties qui sont possibles au niveau du CoinJoin. Ça fonctionne pour les plus petites tailles d'announceds, mais quand on commence à avoir des tailles d'announceds très conséquentes, comme dans le cas de Whirlpool avec des 40 000, des 80 000 en score, on va pas y passer une semaine à compter un à un tous les outputs de notre UTXO, ça ne sert à rien. Donc, à ma connaissance, il n'existe qu'un seul logiciel qui est capable de réaliser cette tâche et il s'appelle Whirlpool Stats Tool ou WST. C'est un outil Python qui est développé par les équipes de Samurai et d'OXT. Malheureusement, pour le moment, cet outil il est actuellement hors service suite à l'arrestation des fondateurs de Samurai et l'interruption d'OXT qui était utilisé justement pour extraire les données de la blockchain. Mais c'est assez simple de le reprendre finalement cet outil Python, et peut-être qu'il sera remis en ligne, peut-être qu'OXT sera remis en ligne. Si OXT est remis en ligne, l'outil Python fonctionnera de nouveau. Comme nous avons vu dans ce chapitre, les announceds ne peuvent être calculés que s'il existe une certaine homogénéité dans la structure des CoinJoins. Et justement, nous allons découvrir dans le prochain chapitre comment quantifier cette homogénéité sur une transaction CoinJoin, qu'il s'agisse d'un CoinJoin ou même d'une transaction plus classique. Comment quantifier cette incertitude de l'analyste face à une transaction, c'est ce que nous allons voir. Comme nous l'avons vu dans cette partie sur les CoinJoin, l'homogénéité des UTXO en inputs et en outputs joue un rôle très important dans l'amélioration de la confidentialité d'une transaction Bitcoin, car c'est ce paramètre qui permet de créer un déni plausible face aux analyses de chaîne, de créer de l'incertitude pour les analystes. Plusieurs méthodes permettent de mesurer cette homogénéité, mais l'une des plus efficaces est, à mon avis, l'utilisation des indicateurs qui sont fournis par l'outil Boltzmann. C'est un outil qui a été développé par les équipes d'OXT et de Samurai Wallet. Et justement, dans cet outil, ce qui est très intéressant pour nous, c'est l'entropie de la transaction. C'est justement ce que nous allons étudier dans ce chapitre. Juste avant de commencer, je souhaite vous prévenir que ce chapitre va être un petit peu plus technique que les autres. Donc si vous êtes un utilisateur débutant ou intermédiaire, n'hésitez pas à passer directement à la section 6 dans laquelle il y a plus de chapitres plus simples à comprendre, si jamais vous voyez que vous avez beaucoup de mal à comprendre de quoi on parle ici dans ce chapitre 6 de la section 5. Contrairement aux announceds qui se calculent sur un ensemble de transactions, les indicateurs que nous allons présenter ici se concentrent uniquement sur une seule transaction, qu'il s'agisse d'un CoinJoin ou d'une transaction un peu plus classique. Le premier indicateur que l'on peut observer sur une transaction Bitcoin, c'est le nombre total d'interprétations possibles face à une analyse d'un observateur extérieur. En prenant en compte les valeurs des UTXO impliquées dans les transactions, cet indicateur indique le nombre de manières dont les inputs peuvent être associés aux outputs. Autrement dit, il détermine le nombre d'interprétations possibles qu'une transaction peut susciter dans les flux de Bitcoin du point de vue d'un observateur extérieur qui l'analyse.
À titre d'exemple, je vous ai mis ici à l'image une transaction de paiement simple avec un input et deux outputs, qui présentera donc pour cette transaction une seule interprétation, à savoir que l'input 0 a permis de financer l'output 0 et l'output 1. Il n'y a donc aucune autre interprétation possible ici. En revanche, pour un CoinJoin qui est structuré selon le modèle de Whirlpool en 5.5, cette transaction, CoinJoin va présenter 1496 combinaisons possibles. Un CoinJoin Whirlpool Search Cycle, par exemple, avec 8 inputs et 8 outputs, présente, lui, 9 934 563 interprétations possibles exactement. Donc on peut voir que ce nombre d'interprétations, il varie grandement et il va dépendre du nombre d'inputs et d'outputs et également de l'homogénéité dans la transaction. À partir de ce nombre d'interprétations d'une transaction Bitcoin, on va pouvoir calculer l'entropie de la transaction. Dans le contexte général de la cryptographie et de l'informatique, l'entropie, c'est une mesure quantitative de l'incertitude ou de l'imprévisibilité associée à une source de données ou à un processus aléatoire. Autrement dit, l'entropie, c'est une façon de mesurer à quel point une information est difficile à prévoir ou à deviner. Dans le contexte spécifique de l'analyse de chaîne, l'entropie est également le nom d'un indicateur qui est dérivé de l'entropie de Shannon dont je vous ai parlé juste avant, et qui a été inventé cet indicateur par Laurent MT, et on peut l'appliquer donc à une transaction Bitcoin. Lorsqu'une transaction présente un nombre élevé d'interprétations possibles, il est souvent plus pertinent de se référer à son entropie plutôt qu'à son nombre d'interprétations. Cet indicateur, il permet de mesurer le manque de connaissances des analystes sur la configuration exacte de la transaction. Autrement dit, plus l'entropie est élevée, plus la tâche d'identification des flux de Bitcoin entre les inputs et les outputs devient difficile pour les analystes. En pratique, l'entropie, elle révèle si, du regard d'un observateur externe, une transaction présente de multiples interprétations possibles basées uniquement sur les montants des inputs et des outputs, sans prendre en compte d'autres patterns et heuristiques externes ou internes tels que nous les avions vus dans la section sur l'analyse de chaîne. Une grande entropie est alors synonyme d'une meilleure confidentialité pour la transaction. L'entropie, concrètement, elle est définie comme le logarithme binaire du nombre de combinaisons possibles. Donc voici la formule utilisée avec E, l'entropie de la transaction, et C, le nombre d'interprétations possibles. On va avoir E égale log2 C. En mathématiques, le logarithme binaire, c'est-à-dire le logarithme en base 2 qu'on a ici dans cette équation, ça correspond à l'opération inverse de l'exponentiation de 2. Autrement dit, le logarithme binaire de x est l'exposant auquel 2 doit être élevé pour obtenir x. Cet indicateur, il s'exprime donc en bits. Prenons l'exemple du calcul de l'entropie pour une transaction CoinJoin structurée selon le modèle Whirlpool 5.5 qui, comme mentionné dans la section précédente, présente un nombre d'interprétations possibles de 1496. Donc on a ici C égale 1496, E égale log2 1496, et donc E, c'est-à-dire l'entropie, égale 10 bits, 5469. Ainsi, cette transaction CoinJoin affiche une entropie de 10 bits, 5469, ce qui est considéré comme très satisfaisant. Plus cette valeur est élevée, plus la transaction admet d'interprétations différentes, ce qui renforce donc par conséquent son niveau de confidentialité. Je vous donne un autre exemple avec une transaction CoinJoin Whirlpool avec 8 inputs et 8 outputs, qui présente donc 9 934 563 interprétations. Dans ce cas, l'entropie, elle serait de log2 9 934 563, c'est-à-dire 23,244 bits. Maintenant, je vous propose de prendre un exemple supplémentaire pour bien comprendre ce concept qu'est l'entropie, avec une transaction de paiement plus classique, c'est-à-dire qui comporte un input et deux outputs. Vous la voyez à l'image. Dans ce cas, la transaction dispose d'une unique interprétation, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'input 0 finance l'output 0 et l'output 1. Par conséquent, son entropie s'établit à 0 parce que C égale 1, entropie est égale log2 1, et donc entropie égale 0 bits. À partir de l'entropie de la transaction, on va également pouvoir calculer son efficacité en termes de confidentialité. Cet indicateur, il évalue l'efficacité de la transaction en la comparant à la transaction optimale envisageable dans une configuration identique. Cela nous amène à aborder le concept d'entropie maximale, qui correspond à l'entropie la plus élevée qu'une structure de transaction spécifique puisse théoriquement atteindre. Et l'efficacité de la transaction, elle est alors calculée en confrontant cette entropie maximale pour une transaction, une structure de transaction donnée, avec l'entropie réelle de la transaction que l'on analyse. Donc la formule utilisée, c'est la suivante, avec ER
l'entropie réelle de la transaction exprimée en bits, EM, l'entropie maximale possible pour une structure de transaction exprimée en bits également, et EF, l'efficacité de la transaction en bits. On a donc EF, c'est-à-dire l'efficacité, égale ER, c'est-à-dire l'entropie réelle, moins EM, c'est-à-dire l'entropie maximale. Par exemple, pour une transaction CoinJoin de type Whirlpool 5.5, l'entropie maximale est de 10,5469 bits. On a donc le même chiffre en fait pour l'entropie réelle et pour l'entropie maximale, et donc on va avoir une efficacité à 0 bits. Si on a une efficacité à 0 bits, ça veut dire en fait qu'on a la meilleure transaction possible en termes de confidentialité par rapport à la structure de la transaction. Cet indicateur, il peut être aussi exprimé en pourcentage. La formule qui est utilisée, elle est alors la suivante, avec CR, le nombre d'interprétations possibles réelles, CM, le nombre d'interprétations possibles au maximum avec la même structure, et EF, l'efficacité exprimée en pourcentage. Et donc là, l'efficacité, on la calcule en divisant le nombre d'interprétations possibles réelles, c'est-à-dire CR, par CM, c'est-à-dire le nombre d'interprétations possibles au maximum. Et donc, une efficacité à 100%, ça indique que la transaction, elle exploite au maximum son potentiel de confidentialité en fonction de sa structure. L'entropie est un bon indicateur pour mesurer la confidentialité d'une transaction, mais elle dépend en partie du nombre d'inputs et d'outputs dans la transaction. Pour pouvoir comparer l'entropie de deux transactions différentes qui n'ont pas le même nombre d'inputs et d'outputs, on peut calculer ce que l'on appelle la densité de l'entropie. Cet indicateur, il offre une perspective sur l'entropie relative à chaque input ou output de la transaction. Donc, c'est-à-dire qu'on va ramener au nombre d'éléments dans la transaction, on va ramener l'entropie au nombre d'éléments. La densité, elle s'avère utile pour évaluer et comparer l'efficacité de transactions de différentes tailles. Pour la calculer, on divise simplement l'entropie totale de la transaction par le nombre total d'inputs et d'outputs impliqués dans la transaction. Par exemple, si on a ED, la densité de l'entropie exprimée en bits, E, l'entropie de la transaction exprimée en bits, et T, le nombre total d'inputs et d'outputs dans la transaction, la densité de l'entropie, ça va être ED est égal E, c'est-à-dire l'entropie, divisé par T, c'est-à-dire le nombre total d'inputs et d'outputs. Si on reprend l'exemple d'un CoinJoin de type Whirlpool 5.5, on va avoir T est égal 5 plus 5, c'est-à-dire 5 inputs, 5 outputs, donc T, nombre total d'inputs et d'outputs, c'est 10. L'entropie, on l'avait calculé tout à l'heure, c'est 10,5469. Et donc la densité de l'entropie, ça va être 10,5469 divisé par 10, c'est-à-dire 1,054 bits. Et si on calcule également pour l'exemple la densité de l'entropie d'un CoinJoin Whirlpool 8.8, on va avoir nombre total d'éléments 8 plus 8 égale 16. L'entropie, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 23,244. Donc, densité de l'entropie, 23,244 divisé par 16, et c'est égal à 1,453 bits. Donc, en analysant la densité de l'entropie de ces deux types de CoinJoin, il devient évident que, même en normalisant l'entropie par le nombre d'éléments, le CoinJoin Search Cycles 8 x 8 génère davantage d'incertitudes pour l'analyse. Une autre information que l'on analyse dans une transaction est le score Boltzmann de chaque élément relativement à un autre. C'est le tableau des probabilités de correspondance entre les inputs et les outputs. Ce tableau, il indique à travers le score de Boltzmann la probabilité conditionnelle qu'un input spécifique soit relié à un output donné. C'est donc une mesure quantitative de la probabilité conditionnelle qu'une association entre un input et un output dans une transaction se produise. Et tout cela s'est établi sur le ratio du nombre d'occurrences favorables de cet événement par rapport au nombre total d'occurrences possibles dans un ensemble d'interprétations. En reprenant l'exemple d'un CoinJoin Whirlpool, le tableau des probabilités conditionnelles mettrait en lumière les chances de lien entre chaque input et chaque output et offre donc une mesure quantitative de l'ambiguïté des associations dans la transaction. Et en l'occurrence, dans ce cas, on aurait pour toutes les associations, c'est-à-dire par exemple input 0, output 0, ou alors input 1, output 2, toutes ces associations, c'est-à-dire comment se sont déplacés les flux de Bitcoin dans cette transaction, on aurait exactement une probabilité de 34% pour chacune des associations. On voit bien ici que chaque input présente une chance égale d'être associé à n'importe quel output, ce qui renforce donc la confidentialité de la transaction. Et le calcul du score de Boltzmann, il consiste à diviser le nombre d'interprétations dans lesquelles un certain événement se manifeste par le nombre total d'interprétations disponibles. Donc par exemple, pour déterminer le score associant l'input 0 à l'output 3, en sachant que cet événement il apparaît dans 512 interprétations,
On procède de la manière suivante. 512, c'est le nombre d'interprétations. Le nombre d'interprétations totales, c'est 1496. Et donc, on divise pour avoir le score Boltzmann. 512 par 1496, ça nous donne 34%. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et si on prend un autre exemple avec une transaction simple qui comporte un unique input et deux outputs, la situation là, elle est bien différente parce qu'on a l'association input 0, output 0 qui est de 100% et input 0 et output 1 qui est de 100% également. Donc ça veut dire que chaque output a 100% de chance d'être issu de l'input 0. Ce qu'il faut comprendre avec ce tableau des probabilités du score Boltzmann, c'est plus la probabilité est faible, plus la confidentialité est grande, puisqu'on a une transaction qui vient diluer les liens directs entre les inputs et les outputs. On peut également calculer dans une transaction, dans la même lignée de ces indicateurs qui tracent un petit peu les flux entre les inputs et les outputs, on peut venir compter le nombre de liens déterministes. C'est-à-dire que cet indicateur, il révèle combien de connexions entre les inputs et les outputs dans la transaction analysée sont incontestables avec une probabilité de 100%. On peut ensuite compléter cet indicateur par le calcul du ratio de liens déterministes. Et ce ratio, il offre donc une perspective sur le poids de ces liens déterministes au sein de l'ensemble des liens de la transaction. Par exemple, sur une transaction CoinJoin de type Whirlpool, eh bien, cette transaction, elle ne présente aucun lien déterministe. Il n'y a pas de lien entre les inputs et les outputs. Et donc, ça affiche par conséquent un indicateur de 0, 0 lien et un ratio de 0%. À l'inverse, dans notre seconde transaction que nous avons prise en exemple avec le paiement simple, un input, deux outputs, l'indicateur ici nous dit qu'il existe deux liens déterministes et donc le ratio, il atteint 100%. Ainsi, un indicateur nul signale une excellente confidentialité grâce à l'absence de liaison directe et incontestable entre les inputs et les outputs. Alors maintenant, on peut se demander comment est-ce qu'on calcule tous ces indicateurs. Eh bien, vous pouvez très bien le faire manuellement avec les équations que je vous ai fournies. Pour les transactions qui sont relativement simples, ça se fait, mais la difficulté, ça réside principalement dans la détermination du nombre d'interprétations possibles d'une transaction. C'est à partir de cet indicateur que découlent après tous les autres indicateurs derrière. Donc pour une transaction classique, avec quelques inputs, quelques outputs, ça peut se faire à la main, s'il n'y a pas trop d'interprétations possibles. Mais par exemple, vous avez vu quand on calcule un CoinJoin, qu'on commence à avoir des 9 millions d'interprétations possibles, on ne peut pas le faire à la main. Donc auparavant, il existait un outil Python qui était nommé Boltzmann Calculator, qui était développé par les équipes d'OXT et de Samurai, qui nous permettait justement de calculer automatiquement tous ces indicateurs pour une transaction Bitcoin. Je vous mets un screenshot de cet outil que j'avais pris à l'époque quand il fonctionnait encore à l'écran. Il était aussi possible d'utiliser le site kycp.org pour ces analyses. Je vous le mets également à l'écran, le site kycp qui nous montrait tous ces indicateurs. Mais hélas, suite à l'arrestation des fondateurs de Samurai, ces outils ils ne sont plus opérationnels pour l'instant parce qu'ils utilisaient notamment en fond l'explorateur de blocs OXT qui n'est plus disponible depuis cette arrestation. Mais j'espère qu'à l'avenir, OXT sera relancé et donc on pourra de nouveau utiliser cet outil Boltzmann Calculator. Ou bien peut-être que tout simplement ces indicateurs seront repris par un autre outil qui nous permettra de les calculer. Maintenant que nous avons abordé en détail les CoinJoins dans cette section 5, nous allons étudier les autres techniques de confidentialité disponibles sur Bitcoin dans la dernière section de notre formation. Nous allons examiner les PayJoins, les types de transactions spécifiques pseudo-CoinJoins, les protocoles d'adresse statique, ainsi que les mesures qui visent à renforcer la confidentialité non pas au niveau des transactions elles-mêmes, mais au niveau du réseau de nœuds.